Bonjour. Oui, ça marche. Merci à tous et à toutes d'être présents à cette table ronde donc, sur la protection des mineurs sur les tournages et tout particulièrement les tournages de courts-métrages. Donc moi, je m'appelle Céline Richard, je suis directrice de casting et je vais modérer cette table ronde. Donc, dans un premier temps, je voulais remercier les équipes de la Fête du court-métrage de nous inviter pour ce temps de parole. Donc ça va durer 1h30 et il y aura un temps d'échange la dernière demi-heure avec vous. Donc si vous avez des réactions, des remarques, des questions, voilà, on sera disponible pour vous répondre, enfin surtout nos invités. Avant de vous les présenter, je vais vous faire une petite introduction de 3 minutes un peu formelle, en fait pour qu'on comprenne toutes et tous bien dans quel cadre s'inscrit cette table ronde. Puisque du coup, ça va être en 2 parties. On va commencer sur le cadre réglementaire et ensuite on va discuter plus du métier d'encadrant enfant, coach enfant, responsable enfant. Alors, à la croisée des obligations légales, des contraintes artistiques et du respect du bien-être des mineurs, qu'ils apparaissent à l'écran comme acteurs, actrices, comme silhouettes, comme doublures ou comme figurants, les tournages avec enfants donc, soulèvent des questions complexes. C'est pour ça que vous êtes là, j'imagine. Et donc aujourd'hui, on va parler notamment donc, du cadre réglementaire, du rôle des encadrants et essayer d'échanger avec vous de manière collective sur la prévention des risques physiques et psychologiques des enfants sur les tournages. Alors, pour remettre dans le contexte, le 17 mai 2024, au Festival de Cannes, 2 avenants de la Convention collective nationale de la production cinématographique ont été signés unanimement par les partenaires sociaux. L'un concerne la prévention et le signalement des violences et harcèlements sexistes et sexuels, et l'autre la condition d'emploi des mineurs sur les tournages. Sur ce dernier avenant, 2 évolutions majeures ont été apportées. Donc, depuis le 1er juin 2024, l'accompagnement obligatoire des mineurs de moins de 15 ans par un adulte référent lors des castings et l'engagement obligatoire d'un responsable enfant, c'est-à-dire, donc entre guillemets, d'une personne qualifiée qui justifie d'un diplôme ou d'une expérience significative pour l'exercice de ses fonctions et qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation judiciaire incompatible avec l'exercice de sa fonction. Je crois même qu'un casier judiciaire B3 est demandé. En parallèle, j'arrête de trembler. En parallèle, a été annoncé par Rachida Dati, ministre de la Culture, le conditionnement des aides du CNC à l'embauche obligatoire d'un responsable enfant sur les tournages de longs métrages dès lors qu'un mineur de moins de 16 ans est présent, et ce depuis 6 mois, depuis septembre 2024. Donc tout ceci est vraiment très très récent. Et actuellement, dans le sillage des décisions des partenaires sociaux et du CNC, la Commission paritaire nationale emploi et formation de l'audiovisuel, qui regroupe les syndicats de producteurs, mais également les syndicats représentants des salariés, a engagé des travaux concernant ces 2 métiers, responsable enfant et coach enfant. Donc la première étape consiste à documenter, à faire un état des lieux. C'est ce qu'ils font actuellement. Donc sont attendus de cette étude la réalisation d'un panorama des pratiques de recrutement et d'encadrement du travail des mineurs au regard de la réglementation actuelle en vigueur, la réalisation d'un portrait socio-démographique des professionnels qui exercent déjà ces fonctions, la création de 2 fiches métiers et enfin une série de préconisations pour encadrer leur formation et éventuellement délivrer une certification avec plus d'exigences qu'actuellement. Donc les résultats de cette étude vont être annoncés théoriquement au Festival de Cannes de cette année, donc très bientôt. Concernant les courts-métrages, ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, c'est pas non plus le Far West, puisque la convention collective oblige à l'emploi d'un responsable enfant dès lors qu'il y a un mineur de moins de 16 ans. Je ne sais pas s'il y a des auteurs et des autrices dans cette salle, mais en fait, sachez que tout s'écrit, tout commence dès l'écriture du scénario. À partir du moment où vous écrivez des rôles pour des mineurs et que ces rôles doivent être incarnés obligatoirement par des mineurs de moins de 16 ans, vous devenez quelque part un peu co-responsable aussi de leur protection sur le tournage. Alors, pour parler avec nous, voilà, c'était ma petite introduction pour que tout le monde soit bien égaux, tout le monde soit bien égal. Pour parler donc de la protection des mineurs sur les tournages, nous avons l'honneur d'accueillir Agnès Toulieu, Violette Giton et Marine Longuet, que vous pouvez applaudir.
Alors Violette, je vais vous les présenter, parce qu'en général, les invités, quand ils se présentent, ils sont très humbles, et je voudrais que vous sachiez bien qui sont ces 3 personnes avec nous, parce qu'on a beaucoup de chance de les avoir. Donc Violette est l'une des talents mis à l'honneur pour cette fête du court-métrage. Ton premier court-métrage produit, ce qui appartient à César, était dans les 4 derniers au César cette année. Il a la particularité de mettre en scène des adolescents. Depuis 6 ans, tu es également coach enfant, ou comme tu aimes te définir, assistante à la direction et à la protection des enfants. Et dans ce cadre, tu as coaché 52 enfants de 4 à 17 ans sur du court-métrage, de la série, du long-métrage et même de la fiction radio. Tu es également directrice de colonie de vacances. Et tu as récemment témoigné à l'Assemblée nationale dans le cadre de la commission d'enquête chargée d'étudier donc, les abus et violences sexuelles commises dans le cinéma, l'audiovisuel, la mode, le spectacle et la publicité. Et tu viens également d'être entendu pour l'étude dont je parlais en préambule. Tu as également créé un collectif de coachs enfants qui s'appelle Regard Caméra, qui a pour but de réunir un petit nombre de coachs partantes pour partager leurs pratiques, leur expérience, leur matériel et leurs questionnements. C'est bien ça. Marine, bonjour, merci d'être présente avec nous. Donc, tu es assistante réalisation depuis une quinzaine d'années entre Paris et Le Havre. Tu as également travaillé à l'agence du court-métrage et tu as été aussi chargée de figuration. Comme assistante réalisatrice, tu travailles principalement sur des films d'auteurs avec des auteurs comme Xavier Beauvois, Lucas Belvaux, Léo Carman, Rebecca Zlotowski, Céline Sciamma ou encore Jonathan Millet. Au fil de tes expériences sur les plateaux, tu observes comment les mineurs sont pris en charge et plus tu y passes du temps, plus tu as envie de réfléchir aux pratiques de travail. Tu t'es d'abord impliqué dans la lutte des VHSS avec le collectif 50-50, où tu es membre du conseil d'administration depuis 2 ans. Puis tu as décidé de t'investir dans les réflexions qui sont menées sur l'encadrement des mineurs, ayant eu la chance de participer à des tournages heureux et bien pensés. Agnès, tu as débuté ta carrière comme inspectrice du travail en Seine-Saint-Denis puis à Paris. Pendant plus de 10 ans, tu as ensuite rejoint le ministère de la Culture et de la Communication comme chef du bureau de l'emploi du spectacle vivant à la Direction générale de la création artistique. Tu es au CNC depuis 2014 et tu es actuellement la secrétaire générale adjointe et à ce titre, tu représentes le ministère de la Culture à la Commission des enfants du spectacle d'Île-de-France. Alors, on va commencer avec Agnès dans cette première partie sur le cadre réglementaire. Comment le CNC, qui conditionne donc désormais les aides financières des longs métrages à l'emploi d'un responsable enfant, comment il vérifie que cette nouvelle obligation est respectée et à quelle étape ? Bonjour. Alors déjà, il la vérifie uniquement pour les longs métrages. C'est un peu la différence, c'est que pour repréciser les choses, la convention collective qui s'applique au court et au long, impose l'embauche d'un référent enfant, un responsable des enfants cinéma, en fait, sur chaque tournage. Mais pour le long, c'est une condition pour obtenir les aides du CNC. Donc on le vérifie à l'agrément, en fait, à l'agrément des investissements. Le producteur dit qu'il va embaucher des enfants et qu'il s'engage à embaucher un responsable des enfants. Et à l'agrément de production, donc à la fin, on vérifie présence de bulletin de salaire et d'un contrat de travail pour ce responsable. Très bien. Donc, on parle uniquement des longs métrages. Donc, pour tout ce qui est court métrage, c'est la convention collective du cinéma qui s'applique. Oui, avec les vérifications de droit commun qui sont éventuellement l'inspection du travail. Voilà, ça s'applique de toute façon, ça s'impose puisque c'est dans la convention collective qui est en gros la règle que la profession se fixe. Alors Violette et Marine, vous avez travaillé avant et après la mise en place de ces avenants. Est-ce que ça change quelque chose pour vous ? Est-ce que vous avez un meilleur accueil sur les plateaux ? Est-ce que votre rôle est mieux connu ? Ou est-ce que vous avez vu des différences ? Oui, j'ai vu les différences dans les pratiques. Il va falloir attendre un petit peu. Ce qui est certain, c'est que en fait, le poste d'encadrant, enfin moi j'aime bien dire encadrant enfant,
parce que je trouve ça joli comme proposition d'encadrer. Responsable enfant, c'est ce qui est dans la convention collective, et donc c'est normal, il y a un responsable, mais j'aime aussi l'idée de co-responsabilité sur un plateau, à la fois en tant que personne, en tant que citoyen, citoyenne, et en tant que technicien, technicienne. J'ai vu un changement des pratiques, pas un changement des pratiques, parce qu'en fait, il y avait déjà des gens qui étaient très compétentes. Mais j'ai vu que les productions, tout comme pour la lutte contre les VHSS, se rendaient compte qu'au-delà de la qualité du travail et de comment il fallait penser les choses, il y avait aussi un risque médiatique ou un risque diplomatique. Donc pour l'instant, ce n'est pas forcément une motivation très épanouissante, que ce soit la peur ou la crainte chez certains producteuristes de se voir questionnés sur les cadres et la manière dont ils font respecter les obligations. Mais en tout cas, ça fonctionne comme ça au départ. Ensuite, les choses vont être pensées différemment. Et j'ai vu beaucoup de questionnements concernant les coûts aussi, que cela impliquait. Et surtout, j'ai vu que sur les plateaux, maintenant, on questionnait les journées différemment quand on encadre un enfant. C'est-à-dire que là, les dires de prod et les directrices de production... Alors, je tiens à signaler qu'il y a des producteurs, productrices, dires de prod, directeurs de production qui sont très impliqués, hein. Donc là, quand j'émets des critiques, c'est pas pour jeter l'opprobre sur tous les producteurs, c'est pas non plus le but. Mais donc maintenant, on se met à réfléchir la journée dans son ensemble et dans le détail, et non pas juste, tiens, encadrant enfant, c'est une espèce de vaste prairie dont personne ne connaît rien, et on met quelqu'un avec l'enfant pour s'en occuper. En fait, il y a de la technicité, il y a de la compétence, il y a un trajet, il y a une arrivée dans les loges, il y a un texte, il y a un rapport au plateau, il y a un débriefing, il y a un lien avec les parents et tout ça. Donc là, moi, j'ai vu une différence, c'est-à-dire que forcément, il faut questionner le détail de la pratique et le détail des missions. C'est ça, pour moi, et la relation au médiatique, entre guillemets, hein, à ce qui peut se passer si ça se passe mal sur un plateau. Bah, t'as tout dit, t'as dit beaucoup. Moi, il y a un truc très prosaïque de mon téléphone sonne 3 fois plus aussi. Enfin, du coup, ça fait se rendre compte de tout ce qui se tournait sans coach avant. Et aussi, en fait, ça devient un intérêt de plus en plus dans la tête des producteurs, mais globalement dans la tête des techniciens, techniciennes et toute personne qui est plus ou moins proche des plateaux. Et par exemple, on a mené une table ronde à peu près semblable au Festival de Brest en novembre. Il y avait 10 personnes, là il y a un peu plus de monde. Donc ça devient aussi une préoccupation un peu plus générale, quoi. D'où partons-nous, Agnès? Comment les choses se passaient avant la signature de cet avenant? Je crois que il y a des outils qui étaient déjà en place et qui le sont toujours. Alors, il y a toujours eu des obligations. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que même le code même du travail, le fait qu'on ait des lois du travail, ça vient depuis toute origine, fin 19e, du fait d'encadrer le travail des enfants. Et au début, c'était des âges légaux, pas avant 8 ans, 12 ans dans les usines, voilà. Mais bon, voilà. Donc déjà, le fait d'encadrer le travail des enfants, c'est l'origine même des textes sur le droit du travail. Ce dont il faut se souvenir toujours, c'est qu'il est interdit en France de faire travailler un mineur de moins de 16 ans. 16 ans, c'est l'âge scolaire. Donc tant qu'on est obligé d'aller à l'école, on n'a pas le droit de travailler. Si on travaille dans le spectacle, vivant et enregistré, c'est parce que c'est une dérogation qu'on obtient. Donc il faut toujours se rappeler de ça. Donc c'est normal que ce ne soit pas si simple de faire travailler un enfant. Et donc, depuis très longtemps, il existe cette autorisation administrative qu'il faut obtenir auprès de la commission des enfants du spectacle. Et il faut apporter à cette commission un certain nombre de garanties. Le référent, il s'appelle référent dans le Code du travail, il était déjà présent puisque la commission devait apprécier s'il y avait soit la présence soit du parent, soit d'un référent. Donc on a toujours eu cette idée qu'il fallait un adulte spécifiquement chargé du bien-être de l'enfant sur le tournage. Donc peut-être qu'on parlera un peu plus en avant après de la commission, mais voilà, c'était avant même les nouveaux textes de la convention collective. Déjà le poste de responsable des enfants cinéma, il est dans la convention depuis bien plus longtemps que cet accord de 24. Donc il y avait déjà tout un corpus juridique qui était présent. Là, la grande nouveauté, c'est qu'on l'impose, quoi, ce responsable. Et oui, pour la commission des enfants du spectacle, donc ce qu'on appelle maintenant la DRIETS,
qui est la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Donc, tu y sièges à la Commission Île-de-France. Qui sont les autres personnes à tes côtés ? Alors, la DRIETS, en fait, c'est la direction qui chapeaute toute l'administration chargée de l'emploi, du travail et à l'intérieur. Enfin, il y a une section qui s'occupe uniquement du travail des enfants. Et une fois par mois, on a une commission qui se réunit. Avec la présence, donc elle est présidée par un magistrat des enfants, qui représente le président du tribunal de grande instance, enfin le tribunal judiciaire de Paris. On a quelqu'un qui représente l'institution académique pour le suivi scolaire de l'enfant. On a la médecine du travail aussi qui est présente. Et puis, évidemment, des personnes qui sont chargées d'instruire les dossiers au niveau du ministère, enfin, des services de l'emploi en région. Oui, parce qu'en fait, une fois qu'un enfant est validé après un casting par le réalisateur, la réalisatrice, la société de production, donc il y a ce dossier qui doit être rempli et donc passer devant cette commission. Et en fait, c'est cette commission qui donne la dérogation donc, à un mineur de remplir un contrat de travail. Si le tournage se déroule sur le temps scolaire, de le déscolariser temporairement, le temps du tournage. C'est également cette commission qui étudie le projet ainsi que la capacité de l'enfant à endosser le rôle et les conditions qu'implique le tournage selon la sensibilité sur le sujet du film, la scolarité, la santé. Elle veille également à vérifier les conditions de l'accompagnement de l'enfant et sa surveillance pendant les repos et les trajets, est-il dit sur le site internet de la commission et dans le dossier aussi, je crois. Ce dossier est souvent vu par une contrainte, je sais pas, moi je vois les sociétés de production, il faut remplir le dossier. Je crois même qu'il y a des dérives où on va aller chercher les enfants en Belgique parce que on les fait tourner en Belgique. On les fait tourner en Belgique. En fait, le droit s'applique en France sur le territoire français, donc en sortant de France, on peut échapper à l'obligation. Et quelle est la liste des éléments qu'il faut vous fournir ? Pas tant que ça, au regard de l'enjeu quand même de faire travailler un enfant alors même qu'il est interdit de faire travailler des enfants. C'est pas si énorme. On demande évidemment tout ce qui est son nom, voilà, son âge. On demande un dossier qui permette de... il faut fournir en gros le scénario, puisque la commission, elle doit aussi pouvoir se prononcer sur la moralité du rôle. Au regard de l'âge de l'enfant, ça peut être vraiment un sujet de ce qu'on peut vouloir faire jouer à l'enfant ou dans quel contexte de film il joue. On demande une note d'intention en fait pour expliquer toutes les difficultés qui peuvent être liées au jeu de l'enfant. Est-ce qu'il y a des contraintes physiques particulières ? On apprécie les durées. Donc voilà, il faut remplir un dossier où il me semble que ça paraît assez évident d'avoir à fournir toutes ces indications, encore une fois, au regard de l'enjeu. Et c'est une commission administrative qui donne une autorisation qu'elle peut retirer à tout moment si elle avait connaissance de faits qui n'étaient pas dans le dossier, quoi. Est-ce que je peux me permettre de dire un petit mot sur le dossier ? Je me permets parce que là, moi, j'ai décidé de me pencher sur les conditions de travail des enfants sur les plateaux et je crois que pas mal de coachs et d'encadrants responsables enfants ont aussi une démarche militante et en tout cas d'attention au rouage qui amène à des problématiques avec les enfants ou à des enfants qui sont à différents degrés. Par exemple, un enfant qui joue mal au foot dans un film, à la fin de la journée, moi ça m'est déjà arrivé, l'enfant me dit « j'ai trop honte, quand les gens vont voir le film, ils vont trouver que je joue mal au foot ». Donc ça, c'est à hauteur d'enfant, son inquiétude, c'est très bien, il l'exprime. Et après, on sait qu'il y a des enfants qui se retrouvent dans des problématiques beaucoup plus graves. Mais le dossier DRIETS, moi ça fait quelques mois que je réfléchis avec différentes personnes. Comment on peut actuellement se saisir de nos méthodes de travail, se saisir de notre cadre de travail pour faire évoluer les choses, sans demander d'argent supplémentaire, sans demander de moyens supplémentaires. Et je crois que la question du dossier DRIETS est clé. Est-ce que quelqu'un a déjà rempli un dossier DRIETS dans l'Assemblée ? Voilà. Ce n'est pas un reproche.
Le dossier, une fois que le casting est terminé, il y a pas mal d'associations en plus de directrices de casting qui ont mis des chartes en place. En tout cas, il y a une attention maintenant concernant le casting. Dans la convention, l'avenant à la convention collective aussi, ils ont mis un peu il y a une obligation qui est des adultes, enfin voilà. Et le dossier de Riette, c'est souvent, exactement comme tu disais, perçu comme le truc administratif fastidieux qu'on va refourguer aux stagiaires. Moi, j'ai travaillé dans des sociétés de production où c'est le ou la stagiaire qui m'appelle une fois que j'ai pu participer au casting, si je le fais, ou quand je vais m'occuper des enfants. Et en fait, moi maintenant, quand je travaille, si j'encadre les enfants, je demande à faire le dossier de Riette. Non pas pour une appétence particulière pour les démarches administratives, mais parce qu'en réalité, c'est le moment où on enlève une discontinuité dans le suivi de l'enfant. Le casting... Si quelqu'un s'occupe du dossier de Riette, qui n'est pas la personne qui ensuite fait le suivi des enfants sur le plateau, ça fait une double discontinuité. Et quand les enfants ne sont pas suivis du début jusqu'à la fin par quelqu'un qui crée un lien de confiance avec les parents et qui crée un lien de confiance avec l'enfant, mais surtout qui crée une observation de l'enfant. Une observation de l'enfant, c'est comprendre qui est l'enfant et voir s'il y a des problèmes de comportement tout au long du plateau qui peuvent ensuite être pris en charge. Quand on fait le dossier, oui, il faut demander des documents administratifs, les papiers d'identité. S'il y a une situation parentale un peu spécifique, il faut qu'on ait l'accord des deux parents. Donc parfois, c'est compliqué d'aller demander dans un couple de parents séparés d'avoir l'autorité. Mais bon, c'est ce qui permet ensuite de prendre en charge l'enfant le mieux possible. Il faut aussi avoir... oui, c'est compliqué. Il y a de moins en moins de fonctionnaires. Donc quand on s'adresse des fois au rectorat, c'est compliqué en fait. C'est fastidieux. Il faut passer du temps. Mais bon, ça... et c'est pas mal aussi, moi, de temps en temps, j'appelle, si l'enfant est en primaire, l'instituteur ou l'institutrice. Et en fait, là, je peux aussi, sans être intrusive, avoir des informations sur l'enfant. Je vous donne un exemple. Si on me dit on est dans un problème scolaire, l'enfant a des difficultés de lecture... le premier jour où je vois l'enfant, je ne lui jette pas le scénario de 120 pages en lui disant « Allez, vas-y, lis le scénario ». C'est important d'avoir aussi des informations sur l'endroit où se trouve l'enfant dans une classe. Voilà. S'il est en tranquillité avec le travail scolaire, pas du tout. Ça peut donner ensuite, quand on doit faire apprendre du texte, ou comprendre comment l'enfant s'organise dans sa tête. Voilà. Et moi, je milite vraiment pour que ce dossier soit pris en charge par la personne qui ensuite va assurer le suivi sur le plateau. Ou en tout cas, que ce soit le moment où les producteurs, les dires de prod et les réals se rencontrent autour du dossier administratif. Parce qu'en fait, ça peut être le premier élément fondateur où tous les interlocuteuristes vont être là, et notamment avec les parents. Et comme ça, les parents, ils identifient aussi qui sont les gens dans l'équipe qui sont en responsabilité de leur enfant. Parce que ce sont quand même les producteurs et les productrices qui sont responsables également, et les dires de prod aussi. Donc voilà, c'était mon petit moment de manifestation, parce que je pense que c'est un endroit clé et qu'il faut qu'on en parle, et que même s'il y a des plateformes pour faciliter les choses, tout ça est très numérique, tout ça est très... des fois, l'équipe n'est pas constituée quand on dépose les dossiers, c'est ça qui est compliqué quand on est coach enfant ou encadrant, c'est-à-dire qu'on va peut-être être appelé 1 mois ou 2 après. Rien ne vous empêche, si vous n'avez pas pu faire le dossier de Riette, d'appeler la personne qui a fait le dossier et de mettre en partage les informations que vous avez sur l'enfant. Et moi, j'avoue, je milite aussi... J'en profite comme Agnès est là, mais je lui en ai déjà parlé. Il me semble qu'il manque une lettre d'engagement dans le dossier de Riette, c'est-à-dire que les réalisateurs, les réalisatrices ne regardent jamais ce dossier. On envoie leur scénario, on envoie leur note d'intention, et moi j'aimerais ça n'a aucune valeur légale ce que je demande, mais je me dis c'est peut-être un moment pour les intéressés qui signent une attestation sur l'honneur qui serait obligatoire, qui serait à ajouter dans les pièces où ils diraient je m'engage, moi, nananana, réalisateur, réalisatrice, j'atteste avoir pris connaissance du nombre d'heures de travail légal pour les enfants, avoir pris connaissance de l'analyse des risques qui a été faite de mon scénario, parce que dans ce dossier administratif de la Riette, il y a ce qu'on appelle l'analyse des risques, ou quand un enfant va nager, on va mettre un maître nageur. D'ailleurs, c'est tout le temps des maîtres nageurs, on remarque. Bref. Et du coup, à cet endroit-là, le réal se rend compte de ce que c'est une analyse des risques pour une personne qui est engagée dans le jeu. Les réalisateurs, les réalisatrices ne sont jamais convoqués sur les aspects techniques de leur pratique et de ce que c'est la mise en scène. Et donc, s'ils s'engagent, alors on ne va pas révolutionner le monde, mais si on a 3-4 réals qui font « Ah, qu'est-ce que c'est un dossier de Riette ?» En fait, voilà, au fur et à mesure, j'ai bon espoir que ça change un peu les choses. Donc, Parce que là, tout est dématérialisé. En fait, vous rencontrez jamais ni les producteurs, productrices, réalisateurs, réalisatrices. Ah si, on en rencontre. En fait,
On peut les recevoir à leur demande ou alors ce sera les producteurs, parce que c'est eux qui s'engagent, c'est eux qui obtiennent l'autorisation, c'est eux les employeurs. Il faut rappeler quand même où sont les obligations. Et on peut aussi convoquer qui on veut. On peut aussi convoquer les parents, c'est arrivé. L'enfant, on le fait pas parce que, voilà, ils sont petits. C'est compliqué de se retrouver, même à 16 ans, de se retrouver devant une commission. On l'a fait une fois pour une jeune fille qui travaillait trop. En fait, c'était un autre sujet. C'est qu'on a quand même des enfants. Ça aussi, on regarde par rapport aux autres travaux, je dirais, parce qu'il y en a qui sont aussi influenceurs, qui chantent, et à la fin, ça fait pas des vies d'enfants. Voilà, ça, on va regarder aussi. Donc, on a une attention sur le dossier lui-même, sur ce qu'on va demander pour un film donné, mais on a aussi une attention à tout ce qu'on demande à l'enfant par ailleurs et qui passe dans notre commission. Donc oui, on peut demander, c'est souvent des notes d'intention papier, où on demande des explications, puisque les personnes à la Driette relisent tous les scénarios, donc s'ils ont un doute sur une scène, ils se demandent comment ça va être géré. Et puis ça nous arrive d'avoir reçu sur des films un peu compliqués, où on ne comprenait pas comment on allait faire. Je pense par exemple à un film un peu, pas d'horreur, mais d'épouvante, où il y avait des enfants. Et on a été totalement rassurés, parce qu'on avait aussi donc producteur évidemment qui s'engage, qui est venu, et puis réalisateur, et on nous a expliqué comment on allait faire, justement pour pas que les enfants aient à vivre la peur, et voilà comment on allait pouvoir, nous à l'écran, les imaginer totalement terrifiés, alors qu'en fait on leur aura pas du tout demandé de vivre une terreur pareille pour des films très bouleversants, où l'idée c'est pas de se retrouver avec quelqu'un qui dit t'as qu'à imaginer ta maman en train de mourir, ce qui peut arriver. On a des témoignages de ça aussi. Donc on peut avoir cette attention sur des films un peu compliqués, ou voilà, c'est tout type de film. Donc c'est majoritairement un dossier administratif, sans s'interdire de recevoir des personnes. Et vous instruisez autant les courts-métrages que les longs-métrages? Oui. Est-ce que la différence de budget est quelque chose qui peut rentrer en ligne de compte? Non, nous c'est l'enfant, en fait, c'est le travail de l'enfant, le bien-être de l'enfant, les durées du travail qui sont les mêmes, qui s'appliquent, c'est le droit du travail. Encore une fois, c'est une dérogation, on n'est pas obligé de faire travailler des enfants. Si on a décidé de le faire, ça va avec toutes les obligations, toute la responsabilité qu'on se crée en faisant travailler un enfant. Et parfois, vous refusez? C'est très rare, parce qu'en fait, si on vient vers nous avec un dossier, c'est qu'a priori, on aura quand même mis en œuvre des choses, tout ce qu'il faut quand même, et qu'on est prêt aussi à apporter des amendements au dossier que va demander la commission. On a refusé plus sur c'est arrivé sur l'âge de l'enfant, par exemple. On nous avait demandé une autorisation pour un enfant de 8 ans, et on trouvait que c'était trop compliqué pour cet âge-là. Et on avait demandé une enfant de 12. Voilà. Ça, c'est un dossier. Après, le réalisateur était très chiffonné. Et s'en est ouvert dans la presse. Donc voilà, c'est pour ça que ça me permet d'en parler ici. Sinon, je ne peux pas révéler les dossiers. Mais voilà, donc il était très, très furieux qu'on ne l'autorise pas. On portait atteinte à sa liberté de création, soi-disant, en réclamant une enfant de 12 ans. Voilà, l'enfant jouait juste l'enfant d'une personne, mais dans un contexte de film très compliqué. On peut aussi parfois demander à ce que l'enfant ne voit pas l'entièreté du film. Après, est-ce que c'est respecté? On ne peut pas forcément vérifier, mais il y a des enfants qui jouent des scènes totalement anodines à l'intérieur de films compliqués, même avec des connotations sexuelles, voilà, qui ne sont pas tout à fait en capacité. Par exemple, ils vont jouer une cour de récré, ou ils vont jouer dans une scène où ils jouent dans un parc, ou le petit enfant d'une personne, et qu'on va voir dans une scène totalement anodine de la vie courante, mais à l'intérieur d'un film qui n'est pas du tout adapté à l'âge de l'enfant. Donc nous, on va noter sous réserve, dans la décision, sous réserve que l'enfant ne soit pas confronté à l'entièreté du film. Et vous pouvez imposer des doublures. J'ai un exemple de court-métrage où il y a une jeune fille de 14 ans qui subit des attouchements sexuels, et c'est une doublure en fait adulte qui a été utilisée. Ça, vous pouvez l'imposer? C'est surtout qu'on refusera que l'enfant de 14 ans il soit confronté. Sur un film comme ça,
on va demander, là c'est typiquement le genre de film où on pourrait demander à recevoir la production pour savoir justement ce qu'ils vont mettre en place. Effectivement, au-delà de 16 ans, il n'y a plus d'obligation, donc il suffit de prendre quelqu'un de plus de 16 ans, et auquel cas on échappe totalement à toutes ces obligations. Pour un film, ça on peut en parler parce qu'aussi ça a été assez médiatisé. Pour le film Les Chatouilles, la production avait souhaité venir nous rencontrer et on a été totalement rassurés sur la façon dont les enfants allaient jouer. Il n'y a aucune scène qui les met en danger. Enfin voilà, tout est suggéré et c'est des choses qu'on avait besoin de mesurer avant même de donner l'autorisation, vu la nature du sujet. Et vous n'avez pas de psychologue avec vous, si ? Alors, l'enfant peut voir un psychologue, ce sera à la demande du médecin du travail, puisque tous les enfants à Paris, enfin en Ile-de-France, doivent avoir un médecin de Tali Santé, qui est la médecine du travail des intermittents du spectacle, et ils ont un service qui est spécialisé, ils ont quelques médecins spécialisés pour les enfants. S'ils ont un doute, ils demandent un avis psy. Nous aussi, dans la commission, on peut demander au Tali Santé s'ils y ont pensé, au regard du rôle, au regard parfois de la dissociation qu'il faut avoir entre le rôle et la vie de l'enfant quand les enfants sont petits, pour qu'ils aient bien conscience que c'est un jeu. Et voilà. Donc ça arrive assez fréquemment quand même que le Tali Santé demande un avis psy, pour s'assurer que l'enfant est capable en fait de vivre ce qu'on va lui demander de vivre. Donc vous donnez l'autorisation, cet enfant est capable, il a vu la médecine du travail, et vous le rencontrez quand, cet enfant ? Attends, moi j'ai un truc à dire sur sur les prods si elles savent évaluer les risques ou pas. Je sais pas si on a passé ce moment. Ah, j'ai raté une question. Mais c'est pas grave, je peux être autonome dans ma question. C'était, je crois que tu voulais me demander... Pensez-vous que les sociétés de production savent évaluer les risques concernant les enfants sur un plateau de tournage ? Avez-vous des exemples, des anecdotes à partager ? Voilà, moi j'avais une anecdote qui est hyper récente où moi je pense que c'est vraiment... souvent ils savent pas forcément par méconnaissance ou par envie, mais parce qu'il y a un biais énorme en fait. La production veut tourner le film, donc demander à la production de réfléchir à ce qui pourrait freiner ce tournage, c'est antinomique. Enfin, il y a un truc qui passe pas. Et soit ça, soit parce que ça demande vraiment, et c'est pour ça que c'est un métier du coup d'être coach, c'est que ça demande une expertise de savoir se mettre à la place de l'enfant, et pas seulement l'enfant du film, mais l'enfant avec un grand E, l'enfant dans toutes ses variables, et d'en avoir côtoyé beaucoup pour pouvoir se dire ça peut être tel profil, et imaginer tout ce qui pourrait se passer pour tous ces profils-là. Et du coup, j'ai un exemple que je trouve hyper parlant, et sans, encore une fois, du tout me charger la production ou quoi, mais... sur un film, là, on m'a consulté. Maintenant, je fais des consultations sur scénario, où juste je lis le scénario avec une lecture axée sur l'enfant et le tournage que va vivre l'enfant, quoi. Et la prod me consulte pour savoir ce qui peut être mis en place pour tourner telle scène ou quoi. Et du coup, là, c'est un long métrage qui se passe en Afghanistan. Et la scène de fin, c'est une fusillade dans une foule dans les rues de Kaboul. Et les enfants sont dans cette foule. Et on voit du coup derrière des tireurs avec des kalachnikovs et une connaissance des enfants qui est, elle, majeure, mais qui se fait abattre derrière eux, quoi. Donc la scène est costaud. Et il me consulte pour le scénario, mais plutôt pour des scènes de danse ou des trucs qui sont touchy, qui amènent d'autres questions, mais qui me paraissent un peu anodines par rapport à cette énorme scène dont ils ne me parlent pas du tout. Et du coup, je leur demande, comment vous allez faire ? Quel est votre dispositif ? Est-ce que vous avez réfléchi à comment faire pour que les enfants ne soient pas confrontés aux armes, à comment vous allez découper votre scène pour pas qu'ils voient l'exécution derrière eux, etc. Et là, silence radio, et ils me disent non, on n'a pas trop réfléchi encore et tout. Et je leur dis va falloir. Et en fait, là, c'est trop intéressant parce que ça illustre bien le truc, c'est que il y a une productrice du coup qui me dit
Mais parce que moi je dis bon c'est hors de question selon moi qu'ils soient confrontés au Kalash ou enfin qu'ils voient les choses, c'est pas possible, ça va pas être possible. Et elle me dit mais Violette explique-moi, enfin ça m'intéresse parce que moi tu vois quand j'étais petite ma grand-mère elle m'emmenait pour jouer des scènes au Puy du Fou, pour jouer les scènes de théâtre quoi au Puy du Fou là, les trucs bref. Et il devait jouer notamment une scène de guerre historique quoi. Et elle me raconte que elle en fait elle aimait trop et que ça durait 2 minutes, il courait, il devait bien mourir, il se faisait tirer dessus machin, et que c'était son moment préféré quoi. Et elle me dit voilà du coup moi j'ai vraiment un souvenir génial de devoir mourir et jouer la guerre, et pourquoi du coup là tu dis que on va pas pouvoir faire pareil et qu'en fait il va falloir faire super attention et tout. Et je me souviens qu'elle me dit moi, ça me provoquait une adrénaline énorme, ces 2 minutes-là où je courais et où je me faisais tirer dessus, quoi. Et du coup, là, je lui dis, la différence, c'est que là, tu t'as bien parlé d'adrénaline pour 2 minutes, où tu pouvais sentir sous tes pieds la scène de théâtre, où tu pouvais lever la tête et voir les gens qui te regardaient, et surtout ces 2 minutes qui ne se reproduisaient pas. Là, votre scène, vous allez la tourner pendant 2 jours minimum, et cette adrénaline-là, elle va du coup durer 2 jours. Donc ça, c'était une des raisons. Et en plus, là, tu jouais une guerre qui était passée, enfin, c'était quelque chose d'époque. Là, c'est des guerres qui sont actuelles, c'est probablement des choses qui vont résonner avec le passé des enfants, ou même passé très récent, quoi. Et ils vont être dans le meilleur jeu de rôle du monde. Enfin, ça va devoir être crédible à l'écran, donc ça va être extrêmement crédible, même en vrai, même sur les FX du sang, etc. Bref. Et du coup, et donc elle comprenait et tout, mais il fallait quand même ce passage d'explication. Et d'à côté, la réelle qui me disait, moi, mon cousin, il joue tout le temps à GTA, il aime trop jouer avec les nerfs, les armes et tout. Et j'étais là, oui, mais c'est pas la même chose. Et donc, ça prouve bien que là, même des prods et des réals bien intentionnés et tout, en fait, il y a quand même un biais où ils n'utilisent pour analyser leur scénario que leur propre expérience. Du coup, suivant l'âge des prods, elle peut aussi dater. Et, ou alors l'expérience de leurs enfants, où là, il y a encore un biais, et ils n'en ont pas 300. Ils en ont 2 ou 3, quoi. Voilà. Merci. Marine, tu as des anecdotes aussi sur la gestion des risques? Oui, non, mais géniale anecdote. Et c'est juste pour faire un parallèle avec les questions actuelles. L'encadrement des enfants, c'est le questionnement de qu'est-ce que c'est mettre en scène et qu'est-ce que c'est jouer et comment le ressentir dans son corps. Et je trouve que ça rejoint par certains endroits toutes les questions qui se posent sur la coordination d'intimité qu'on pense n'être que liées aux scènes d'intimité, aux scènes de nu, aux scènes de sexe, mais qui englobent tout un tas de choses. Et notamment, il y a une chose qui se fait dans la coordination d'intimité, c'est que les comédiens et les comédiennes doivent dire « Moi, je suis OK pour jouer on fera cette prise 5 fois ou 10 fois. » Expliquer ça à un réel que pour les enfants, c'est pareil, en fait. Et pareil aussi, je reprends l'exemple, on les met dans l'eau, on n'attend pas qu'ils aient les lèvres bleues. Oh mon Dieu, ils ont les lèvres bleues, il faut les sortir. Ou alors on les met dans l'eau, ça fait 15 minutes qu'ils nagent et ils ont le droit à 15 minutes dans l'eau. Et moi j'ai déjà eu cette expérience. Au bout de 12 minutes, le réal, normalement il a ce qu'il faut. À la caméra, tout le monde est content. Au son, et le réal fait « Ah mais il me reste 3 minutes !» On n'est pas obligé de piller la ressource jusqu'au bout. Et voilà. Et en fait, actuellement, il y a besoin dans l'industrie du cinéma de comprendre ce que ça fait au corps, à l'esprit, à l'équipe. C'est le fait aussi, comme tu disais très bien, le cinéma, on refait 15 fois, et le son d'une Kalachnikov 15 fois, voilà. Et je leur ai dit, si jamais ils changent d'une prise à l'autre, si pendant 14 prises, la Kalash, elle est au même moment, et que vous avez à la 15e... c'est décalé pour un truc technique, c'est décalé un tout petit peu, là c'est sûr qu'ils vont craquer. Du coup ce sera sur une corde tellement sensible et tellement justement sous pression que ça demande à ce que ce soit robotisé, quoi. Et moi je voulais dire un truc par rapport, moi c'est un truc qui m'énerve énormément quand on dit oui mais jouer, les enfants ils jouent, c'est comme un jeu et tout, et il y a tellement de réals qui adorent se reposer dans cette illusion là que l'enfant il est en train de jouer et que du coup ce sera qu'un jeu de faire tout le tournage. Un jeu, la définition du jeu, c'est que tout le monde connaît les règles et tout le monde peut choisir de quitter le jeu à tout moment. C'est pas les conditions d'un tournage. Donc, tourner, c'est pas jouer. Et en fait, quand vous regardez jouer des enfants, ça n'a rien à voir avec ce qu'on leur demande en tournage. Donc,
Regardez les making-of d'Harry Potter, vous voyez les moments où ils tournent et les moments où ils jouent entre les scènes, ils font pas les mêmes choses, hein, vraiment pas. Ouais, et c'est voilà, juste pour conclure, souvent les réalisateurs, les réalisatrices n'ont pas accès au débriefing de la journée. À la fin de la journée, si vous êtes réal et que vous demandez à l'enfant comment s'est passée la journée, l'enfant il va faire super. Ils comprennent, les enfants. Moi, j'ai eu là, dernièrement sur un tournage, je vais voir un enfant, je lui dis écoute, là ce qui s'est passé tout à l'heure avec le réalisateur, il a critiqué ton jeu, enfin, je débriefe parce que je trouvais que le réel avait été un peu dur, on dédramatise et l'enfant me regarde et me dit mais ce film c'est toute sa vie, je l'ai bien compris. Donc l'enfant il a 12 ans, il a déjà compris les enjeux, il nous regarde, il fait vous êtes stressé dans l'équipe, ça va pas. Et donc, en ce moment, il a 12 ans. En fait, le soir, moi, je les ramène en voiture. Tous les coachs ne font pas ça. Enfin, c'est un moment, j'aime bien débriefer. Et souvent, en fait, ils ont tout compris parce que quand on est comédien, comédienne, on voit toute l'équipe. Hein. On est là. On voit comment on se parle. On voit comment on bouge. Les enfants, ils sentent. Ils nous comprennent avant qu'on ait pris le temps de bien les regarder. Et ça, c'est... voilà, il ne faut pas sous-estimer l'enfance aussi. Son acuité et sa perspicacité et le fait aussi qu'ils se chargent. Ils sont tellement responsables, les enfants. Quand on leur donne une mission, ils sont plus appliqués que les adultes, hein, la majorité du temps. Comment vous dialoguez avec les réalisateurs, les réalisatrices? Est-ce qu'ils vous leur êtes imposés parfois? Est-ce qu'ils ont des appréhensions? Est-ce qu'ils ont peur que vous leur voliez un peu une relation privilégiée qu'ils pourraient avoir avec les enfants? Oui, en plus, moi, comme je suis réal à côté, souvent, c'est pas évident. Ça peut faire un peu peur. Mais du coup, il me reste plus qu'à être trop mignonne et à bien expliquer que je veux pas piquer le film et qu'en fait... je suis une facilitatrice en fait et que je vais être un pont entre l'enfant et lui. Mais normalement, si on a l'espace de bien discuter et que je lui explique un peu, et notamment tout ce que moi je vais éponger à sa place et comment est-ce que je vais lui permettre d'avoir une meilleure relation avec l'enfant que si finalement j'avais pas été là. Ça finit par... la confiance finit par s'installer. Et je leur explique notamment que... qu'il y a une courbe en fait de l'enfant en tournage, c'est-à-dire qu'au début il va être trop content d'être là, tout va être génial et tout, grosse excitation machin. Ensuite, dès que la fatigue va arriver, ça va être un peu plus compliqué. Et puis surtout, il y a un creux, un moment où il va en avoir marre, l'espèce de nouveauté va s'être un peu évaporée quoi, et il va en avoir marre et un truc de rejet. Et ce rejet-là, il vaut mieux qu'il soit contre moi que contre le réel. Et donc, il y a vraiment un truc aussi de bouclier, en fait. Et il faut juste prendre le temps d'expliquer ça. Il faut que le ou la réel soit réceptive à ces arguments. Et après, je montrerai tout à l'heure, mais aussi mes outils, mes pratiques et tout. Et là, ça rassure aussi. Et puis... Après, il y a aussi un truc, en fait, dès que le tournage commence, ils se rendent compte du temps qu'ils n'ont pas et qu'ils pensaient avoir. Et là, du coup, ils sont bien contents qu'on soit là, quoi. Moi, contrairement à Violette, je me déclare plus encadrante que coach enfant parce que j'ai jamais travaillé sur des films où j'étais sollicitée pour faire travailler une grosse quantité de texte ou pour faire du travail de longue haleine. Voilà, moi je suis souvent appelée sur des films où les réals veulent, ce qui est questionnable aussi, garder l'enfant dans sa nature intacte. À partir du moment où on a posé le pied sur un plateau pendant 1 minute, la nature intacte, elle n'existe plus. Voilà. Moi, j'essaie de ramener au cadre du travail, donc pour un enfant, de ramener, pour l'aider en fait émotionnellement à s'inscrire dans l'équipe et pas uniquement dans une relation avec le réal ou la réal, parce que d'un coup, ça peut monter trop fort en intensité, même dans une bonne direction. Hein. Tout le monde est là pour travailler pour le réal, donc si l'enfant s'inscrit aussi là-dedans, donc j'essaie de le ramener à la spécificité du travail et à la technicité du travail de cinéma. J'essaie d'avoir des discussions avec les acteurs adultes en disant c'est un travail, de dire qu'un acteur adulte parfois il se trompe, qu'il ne sait pas son texte. Je présente toute l'équipe, souvent après Violette parlera aussi de ses outils, moi j'utilise des Playmobil pour présenter l'équipe, comme ça quand les enfants ils arrivent sur le plateau, ils savent qui prend le son, qu'est-ce que ça veut dire faire le point aussi.
Parce qu'en réalité, ça permet aussi d'instaurer avec l'équipe une manière de s'exprimer envers l'enfant. Parce que quand on est pointeur au cinéma, en fait, on est beaucoup en lien avec les comédiens, comédiennes. Donc si on dit « hey, toi, là... Enfin, voilà, il faut... Donc je ramène à la spécificité des postes de chacun, chacune, et à la technicité. Et ça fait aussi des fois... Ça permet aux enfants de raconter... Parce que ça, c'est aussi une donnée majeure, comment l'enfant peut raconter son tournage. C'est ce qui peut aussi le mettre en sécurité et en tranquillité. Parce que si le soir, il rentre et que lui, il n'a pas compris ce qu'il avait vécu, il va raconter quelque chose de totalement fou à ses parents. Moi, des fois, les parents, quand je les appelle, ils me disent « Oui, ils m'ont raconté ça. » Aujourd'hui, je fais « Wow, qu'est-ce qui s'est fait ?» Donc, si l'enfant peut rentrer chez lui ou à l'école et dire « En fait, une caméra, il y a une optique, un micro, c'est comme ça », ça peut le mettre en lien avec les gens autour. Si l'enfant ne sait pas quoi raconter parce qu'il ne comprend pas ce qu'il vit, ça va l'isoler même de ses copains, copines de classe. Et ça, gros danger, parce que ça l'exclut de l'aventure qu'il vit lui-même et ça exclut les parents une deuxième fois, parce que déjà que les parents sont... Enfin, c'est une vaste question. Mais en tout cas, voilà, bien répartir les rôles et les dynamiques. Et exactement comme disait Violette aussi, il y a un moment, on sait que les enfants sur le plateau, ça, il faut avoir toute cette modestie et de se dire, à un moment, l'enfant, il va aussi des fois... vraiment investir un lien affectif avec un réal ou une réale, et nous on représente une forme d'autorité. Moi j'aime bien imaginer que je suis une sorte de labrador en fait, je trouve que c'est la position, c'est-à-dire que je suis là, je regarde comme ça, s'il y a un problème j'interviens, et en même temps voilà, les labradors, comme il y a dans les aéroports aux États-Unis, apparemment maintenant ils mettent des labradors ou des chiens pour rassurer les gens. Et moi, j'aime bien ça, cette idée. J'ai une petite compétence, mais je reste discrète. Et je ne quitte jamais les yeux des enfants, enfin les enfants des yeux. Et des fois, je ne sais pas si ça te fait ça, Violette. Des fois, on dit couper, donc les enfants, ils lèvent la tête, ils regardent le réel. Puis au bout d'un moment, je vois, ils me cherchent du regard. Et s'ils me trouvent, je me dis, c'est bon, je fais mon taf. Ça veut dire que s'il a besoin de me voir, c'est que soit il a une question, soit il veut savoir où je suis, soit il veut un verre d'eau. Mais il sait que je suis là. Et voilà. Et par rapport aux autres membres de l'équipe sur le plateau de tournage, est-ce que vous avez un temps avec eux, officiel ou non officiel, pour leur expliquer comment se comporter avec un enfant sur un tournage ? Alors, Marine, elle a les tournages en or apparemment, donc peut-être oui. Mais c'est dommage, non, en fait, je n'ai jamais demandé une réunion. Mais maintenant, mes pratiques, elles ont changé parce que j'ai beaucoup travaillé sur dans la lutte contre les VHSS et ça donne aussi des outils. Je me suis rendu compte qu'il y a un temps partagé de discussion et je le demanderais à une réunion avec toute l'équipe. Alors, souvent, si, en accord avec le ou la dire de prod, j'envoie une note à la feuille de service. Et souvent, après, quand on arrive sur le plateau, je vois que personne ne dit bonjour aux enfants. Et je me dis, oh, bon. Ils me font, non, mais on a lu dans la note de service, il ne faut pas leur parler. Je dis, dire bonjour, ça va. Vous dites pas bonjour ma chérie à une enfant de 8 ans, mais vous dites bonjour, c'est tout. Et en fait, après, ils veulent plus. Bon, bref. Donc après, il faut réajuster. Mais, ouais. C'est vrai qu'il y a besoin de petits. Mais ouais, une note. Et puis après, ce qui se passe quand tu arrives sur un plateau, c'est surtout que. Surtout moi, parce que j'ai un peu l'air d'avoir 17 ans, du coup, il y a beaucoup de pédagogie autour du métier. En fait, juste t'arrives et t'as 3 personnes qui... Alors que personne demande à un chef-op depuis combien de temps il est chef-op ou c'est quoi exactement son métier. Mais moi, c'est « Ah, et du coup, tu fais quoi et depuis combien de temps ?» Et bon, donc en fait, la pédagogie et les consignes, si t'as à en faire passer, elles se font aussi là. Quand t'expliques ton poste, tu glisses un peu 2-3 trucs. Mais il n'y a pas de temps. Et c'est que moi j'ai eu un truc qui m'a... Enfin, par rapport à la hiérarchie en plateau, quand j'ai commencé, on me donnait jamais de cube pour s'asseoir, là, les petits tabourets. Et du coup, en fait, moi, tel que je travaille, je suis vraiment à côté de là où le réal, c'est un peu comme... Je suis en gros à côté de la script, quoi, j'ai à peu près la même place qu'une script. Et entre chaque prise, je vais voir l'enfant, donc... je suis vraiment à la face très proche, quoi. Et du coup, en fait, théoriquement, il me faudrait un cube. Mais j'ai attendu des années avant qu'on me donne un cube. Et c'est un truc, c'est quand même un symbole, je trouve, sur un plateau, qui a un cube et qui n'en a pas, qui a le droit de s'asseoir et qui doit rester debout parce que c'est un sous-fifre. Et du coup, c'est que très récent on vient m'en apporter un et je me dis, j'ai gagné ma place, quoi. Donc, ouais. C'est quoi votre rôle auprès de l'enfant pendant le tournage, entre les prises ? Est-ce que c'est vous qui lui apprenez, qui l'aidez à apprendre son texte ? Qu'est-ce que vous faites ?
Tu l'as dit du coup tout à l'heure, moi quand je développe un peu autour de ma manière de bosser, parce qu'il faut bien se dire que du coup même si une dénomination commune existe, en fait c'est tellement un poste qui est en création là, et où chaque personne qui l'exerce a fait sa formation tout seul, parce qu'il n'y en a pas encore qui existent. Et du coup, chaque personne bosse différemment. Et du coup, moi, quand je parle de la manière dont je travaille, je dis que je suis assistante à la direction et à la protection des enfants, parce que je trouve que ça évoque plus facilement les deux volets de là où j'interviens. Et du coup, qu'il va vraiment y avoir un volet protection qui équivaut à ce que disait Marine de la position du Labrador, là. Et je trouve ça bien comme image, parce que moi j'ai plutôt tendance à dire un peu parfois oiseau de mauvais augure, parce qu'il y a un espèce de truc où en gros c'est l'anticipation tout le temps. Enfin, t'es dans une. Parce que du coup, moi j'ai bossé en colo avant et je continue un peu. Et pendant longtemps. Et en fait. Par exemple, il y a un truc qui explique bien, je trouve, le taf de coach, c'est qu'en colo, tu as 2 enfants qui se brouillent, et tu t'interviens, tu fais de la médiation, machin, et une fois que la médiation est finie, tu les laisses redescendre, et s'ils ont besoin de 2 jours pour redescendre, et qu'ils se parlent pas pendant 2 jours, et que 2 jours après ils sont potes, tout va bien, quoi, t'as réussi ton job. Le truc, c'est qu'en plateau, si tes 2 comédiens ils se brouillent, t'as pas 2 jours. Et qu'une demi-heure plus tard, ils doivent jouer ensemble et ils doivent trop se kiffer, machin, t'es bien dans la merde pour rattraper ce qui s'est passé. Donc, t'es tout le temps obligé d'être dans l'anticipation, soit pour des trucs humains comme ça, soit juste parce que le gamin, il en peut plus, il a besoin de sortir parce qu'il est contenu depuis 7 heures. 7 heures, et oui, ça arrive. Et du coup, en fait, il est en costume et il veut aller faire un foot. Et du coup, tu te dis, vas-y, va faire un foot, évidemment. Et en fait, après, il revient et il est dégueulasse et il est en costume et tu te fais dézinguer par. Donc, tu dois tout le temps jongler entre les besoins de l'enfant, que moi, j'étais habituée à prioriser en bossant dans le socio-éducatif et l'écolo, etc. Et les besoins de l'industrie que tu sers et que tu peux pas complètement oublier. Et du coup, la protection, elle se fait vraiment à cet endroit-là, dans l'équilibre que tu vas trouver entre ces 2 choses-là, et c'est pas une mince affaire. Et après, moi, il y a tout un volet de direction où du coup, j'ai des outils, et je vais pas forcément aller faire répéter le texte, mais bon, je m'assure du fait qu'ils le connaissent, quoi, un peu. Et puis aussi apporter au réal. C'est dur de s'exprimer de diriger un enfant, par exemple, d'imager un propos ou de donner des directions claires pour un enfant sans l'abreuver de métaphores qui vont le perdre ou être complètement sec, quoi. Et du coup, tout ça dans la compréhension et dans l'amener là où veut le réal ou la réal, ou même aller chercher des trucs plus compliqués, les larmes, la colère, machin. Je vais vraiment aider là-dessus. Dans le milieu socio-éducatif dans lequel tu parles, tu m'as appris que, en fait, sur une colonie de vacances, les encadrants s'adaptent au rythme de l'enfant. Et la grosse différence sur les plateaux de tournage, en fait, c'est aux enfants de s'adapter au rythme du tournage. Et une des différences également, c'est que vous avez un peu une épée de Damoclès sur les colos, où l'inspection, enfin pas l'inspection du travail, mais le ministère de la Jeunesse et des Sports, ils peuvent débarquer et voir si tout se passe bien, et si ça se passe pas bien, ils peuvent faire fermer la colo. Sur les tournages, Agnès, tu nous disais que l'inspection du travail n'a pas forcément connaissance des lieux de tournage. Donc en vrai, s'il n'y a pas de signalement, rien ne se passe. Oui, c'est ça. En fait, l'inspection du travail a très rarement connaissance des lieux de tournage. Parfois pour des raisons totalement légales, c'est que l'obligation de déclarer le lieu de tournage, il faut qu'il y ait au moins 7 jours de tournage consécutifs dans un endroit. Et d'autres fois, parce que voilà, c'est une obligation qui échappe un peu à tout le monde. C'est la même obligation pour les chantiers de bâtiments, par exemple, où on doit indiquer où est-ce qu'on va travailler, tous les endroits qui ne sont pas fixes. Donc il ne faut pas se dire, quand on participe à un tournage, s'il y a un problème de droit du travail, il ne faut pas se dire on verra bien si l'inspection du travail passe, en fait, parce que si personne ne les appelle, ils ne peuvent pas être au courant. Dans des cas justement de dépassement de durée du travail des enfants, moi je trouve ça nécessaire d'appeler effectivement ça serait tout à fait quelque chose qui peut être constaté
et qui est important, puisque tu as cité tes horaires. Mais voilà. Ou pour d'autres difficultés, évidemment, pas qu'avec les enfants, mais a fortiori avec des enfants, puisque c'est certainement pas eux qui vont pouvoir appeler d'eux-mêmes l'inspection du travail. Donc là, pour le coup, il y a une responsabilité de la personne la plus proche de l'enfant, le responsable des enfants, mais aussi quelque part de tout le plateau, de signaler aux autorités compétentes. Oui, parce qu'il y a des horaires à respecter qui sont... Alors, les horaires, c'est un peu plus compliqué parce qu'en fait, les durées dans le Code du travail, c'est les durées pour les mannequins. Il n'y a pas de durée pour les enfants du spectacle, c'est la durée des jeunes travailleurs et légalement, et elle ne correspond pas du tout, par exemple, à un enfant de 5 ans. Voilà. Donc la Dryad, après, elle a toute latitude pour imposer d'autres horaires. Et en tout cas, en Ile-de-France, on fait beaucoup par analogie avec ce qui est pratiqué pour les mannequins, mais ça va dépendre évidemment du rôle. Il y a des rôles qui sont beaucoup plus engageants que d'autres, et donc la durée pourrait être plus courte. Et après, le respect, la durée effective, encore une fois, la commission, c'est une autorisation administrative a priori, avant de travailler. Donc le respect effectif de ce qui a été demandé par la commission des enfants du spectacle, ça relève de l'application sur le tournage, donc de la responsabilité de la production, et si ça n'est pas respecté, du contrôle de l'inspection du travail. Dans tous les cas, votre rôle, c'est le bien-être de l'enfant. Parce que qu'est-ce qu'il vit enfin, vous nous avez un peu dit ce qu'il vit sur le tournage, mais son consentement est validé en amont. Est-ce que vous, tout au long du tournage, vous assurez qu'il prend du plaisir et en fait, si jamais... Donc quand il est dans sa phase un peu il perd un peu de plaisir, ou je ne sais pas, un enfant qui ne veut plus revenir sur le tournage ou qui ne veut pas faire une scène, comment vous faites? Est-ce que ça arrive? Le consentement, c'est une belle notion, tout le monde est d'accord en prépa. Et après, bizarrement, ça disparaît vachement sur les plateaux. Et du coup, moi, j'ai inventé, maintenant, j'ai un thermomètre avec moi tout le temps qui permet de... Ouais. qui permet de demander à l'enfant s'il est d'accord avec ce qui se passe. Et je l'ai fait suite à un tournage où on en aurait bien eu besoin. Donc, t'es fatigué, t'as faim, est-ce que t'es d'accord avec ce qu'on te demande? Du coup, l'enfant, il peut le montrer. Parce qu'il faut un support, en fait. J'en suis venue à me dire que pour être écoutée, il fallait un support. Et j'ai un autre truc qui est une horloge des émotions. Et moi, ça me fait pas grand-chose quand je vais voir la prod ou le réal en disant là, l'enfant il est épuisé, il en a ras-le-bol. Par contre, quand j'arrive et que je lui montre l'horloge où l'enfant il a mis déçu et blessé ou malheureux, là, ça... Donc, voilà. Et par rapport à la perte de plaisir, en fait, faut identifier la source. Moi, je me suis notée souvent, c'est soit un problème avec la scène, soit la fatigue, soit un problème avec le partenaire de jeu ou quelqu'un de l'équipe, ou un inconfort physique. Typiquement, une enfant qui a ses règles, par exemple, c'est un impensé complet d'une équipe de tournage, quoi, alors que ça peut vraiment avoir un effet sur ce que l'enfant va pouvoir jouer et même son humeur éventuellement, enfin tout ça. Et du coup, tout ça, c'est des trucs relativement solvables si on a un rapport de confiance avant avec l'enfant qui permet qu'il nous en parle, quoi. Et une perte de plaisir plus grande, enfin vraiment ça se diffère des situations où soit l'enfant n'a jamais eu envie de jouer. Là, c'est plus un problème qui s'est passé au casting et nous, on écume un truc, mais c'est vraiment plus compliqué. Soit il a plus envie, et le fait d'avoir plus envie, pour moi, ça vient d'un problème que je citais précédemment, mais qui n'a pas été réglé au moment où il aurait fallu, quoi. Donc, encore une fois, il faut que anticiper et être à l'écoute et pas quitter l'enfant des yeux pour pas louper le coche d'un truc qui pourrait s'envenimer et venir à une situation qu'on pourrait pas régler, quoi. Ouais, super outil que ces petits thermomètres. Quand il y a des questionnements sur le consentement de l'enfant, alors déjà, quand on accepte un film, il faut voir si on est allié avec la production, le dire de prod ou pas.
Parce que c'est vrai que sans cela, faire front sur un plateau, c'est vraiment une drôle de position. Si on a un cube, si on n'a pas de cube, en plus, c'est encore plus dur. Mais moi, je me base pour mon expérience d'assistanat de réalisation pour pouvoir tenir tête. Et parfois, quand on est dans un tournage qui se passe bien, c'est encore plus compliqué de dire non, en fait, l'enfant, là, il est fatigué. Donc, en fait, c'est pas forcément dans le conflit qu'il y a des problématiques, mais c'est resituer l'enjeu et toujours s'assurer. Moi, je m'assure en amont que je peux accepter le film parce que je suis vraiment en totale confiance avec la direction de production et que je pourrais appeler au talkie tout de suite quelqu'un qui va venir en allier aussi pour sortir des relations unilatérales sur le plateau qui peuvent être trop lourdes, trop difficiles à gérer ou qui sont un peu écrasantes pour l'enfant et aussi pour moi en fait. Parce qu'il y a un moment quand on va dire non plusieurs fois, dire non sur un plateau, c'est à chaque fois je me dis la foudre va s'abattre. Malheureusement pas assez souvent. Donc voilà, il y a aussi quelque chose à imaginer dans les outils qu'on a avec l'enfant qui doivent être en résonance avec la compréhension que le non peut exister sur un plateau. Et donc pour revenir à cette idée de consentement, moi je fais aussi un entretien avec les parents en amont parce qu'ils ont lu la presse ces derniers temps, les parents. Donc quand tu posais la question de l'évolution des pratiques, là maintenant les enfants. Alors oui, les enfants sont aussi traversés par les questions du consentement. Moi quand j'ai les derniers enfants avec qui j'ai tourné, ils avaient 11-12 ans. Ils sont tout de suite arrivés sur le plateau en me disant attention, vous nous demandez notre consentement. Enfin, ils performaient le consentement tout le temps. Donc c'était réjouissant et en même temps il fallait que je m'assure qu'ils aient cette notion en tête réellement ce que c'était. Et petite anecdote, donc toujours souvent ces questions de maillot de bain qui cristallisent plein de questions, mais bon, il n'y a pas que ça. Donc souvent moi j'explique devant les parents que des questions vont être posées à leurs enfants. Parce qu'il faut aussi que les parents ils valident la passation, entre guillemets, ils nous donnent une petite part d'autorité, de responsabilité d'autorité. Donc il faut que ce soit un peu validé avec les parents et que les parents se sentent investis aussi là-dedans. Parce qu'il ne faut pas kidnapper l'enfant à son quotidien et à sa famille. Parce que le consentement, dans ce cas-là, si le consentement il a l'air d'être très spécifique au cinéma, ça va être un consentement grignoté. Comme je disais tout à l'heure, l'enfant, quand il me dit « j'ai compris que pour ce réalisateur, c'était toute sa vie ce film », quand l'enfant il va dire oui, quand il va dire non, ça va être teinté de oh, mon Dieu, cet adulte qui joue sa vie à ce moment-là. Donc ouais, ça arrive. J'ai déjà vu cette situation. Donc voilà, il faut un consentement qui ne soit pas grignoté ou il ne faut pas un consentement qui soit spécifique au cinéma. C'est hyper dur. Hein. Je ne suis pas sûre de toujours y arriver, mais expliquer que c'est un consentement qui est dans la vie, dans le quotidien, c'est le même consentement que dans le cinéma. Et une fois, justement, cette histoire de maillot de bain, j'explique aux parents qu'il va y avoir une scène en maillot de bain. Comme ça, les enfants. Et ensuite, je dis aux enfants, on va discuter avec les costumières. C'est super bien aussi. Moi, j'ai beaucoup de... les costumières et les habilleuses, les costumiers, les habilleurs, c'est toujours des alliés. Et donc, on décide du maillot de bain. Et puis, en fait, le réal, le soir, il dit « Ah, demain, c'est le maillot de bain. Du coup, vous avez pris celui-ci. T'es OK pour être en maillot de bain ?» Et là, le réal me regarde et me dit oh, « Je ne dois pas demander ça, en fait. Hein, c'est toi qui dois t'en charger. » Et du coup, c'était intéressant parce que du coup, l'enfant a aussi vu que finalement, on s'était parlé avant avec l'équipe. Et qu'en fait, oui, quand on demande des choses aux enfants, c'est des choses qui ont été réfléchies entre adultes éclairés, censément. Et donc, il faut montrer... moi, je pense qu'il faut performer le consentement, toujours, pour que les enfants ils voient qu'en fait, tout le consentement est en question sur le plateau tout le temps. Donc, autant dire que c'est une vaste mission. Mais voilà, il faut performer le consentement pour que l'enfant croie en sa réponse, qu'elle va être entendue, en fait. Et je crois que moi, il y a une phrase qui m'aide énormément, il me semble, qui avait été dite par la coach intimité, je crois, de Sex Education lors d'une table ronde 50-50. Il me semble que c'était la phrase dis-moi non pour que je puisse croire à ton oui. Et que en fait, c'est trop valable pour les enfants. Si jamais, parce qu'ils sont souvent dans ce truc de biaisé et de domination adulte globale dans laquelle ils grandissent et ils évoluent dans la vie. Et du coup, c'est normal qu'ils reproduisent cette dynamique-là sur les plateaux. Surtout quand ils ont l'impression que, même s'ils sont plus en casting, ils ont quand même l'impression, en vrai, quand ils sont sur un film, d'être redevables et que c'est une position qui est hyper enviée, etc. Donc forcément, ça teinte ce qu'ils vont nous dire et ce qu'ils vont accepter de faire.
Et du coup, moi, parfois, je vais aller creuser et aller chercher vraiment le nom, quoi, en proposant des trucs absurdes à l'enfant, mais juste pour être sûr que s'il veut pas, il me le dit. Et comme ça, quand il me dit oui, je le crois. Je sais que c'est pas parce qu'il ose pas me dire non. Vous avez une grande responsabilité. Judith Godrèche disait qu'elle aurait eu besoin d'une armée d'adultes pour la protéger. Vous êtes seul sur le plateau. Ça a l'air de se passer plutôt pas mal. Vous baissez jamais la garde. Vous êtes là, toujours vigilante. Si jamais des violences sexistes ou des suspicions, enfin des violences psychologiques sur le plateau, sachant que vous êtes employé par les sociétés de production, si ça se produit, quels sont vos référents, quels sont vos recours? Est-ce que vous êtes formé à accueillir la parole des enfants? Est-ce que c'est de votre responsabilité? Est-ce que c'est de la responsabilité du référent, de la référente VHSS sur le plateau? Moi, j'ai un rapport un peu... très peu théorique à ça. Dans le sens... en fait, les moments où... J'ai commencé super jeune, j'ai commencé à 19 ans, en fait, ce poste-là. Et j'ai vécu vraiment des tournages traumatisants, à la fois pour les enfants, pour moi, et notamment un tournage où en fait, je n'avais pas les moyens et la connaissance de qu'est-ce qui pouvait au-dessus de moi, qu'est-ce qu'il y avait comme instance pour m'aider et pour protéger l'enfant qui était en danger. Donc je l'ai protégé du maximum que j'ai pu, seule, et en faisant des scandales en plateau et en essayant de responsabiliser l'équipe, en éteignant la caméra. Enfin, j'ai fait tout ce que j'avais en mon pouvoir de technique, et qui n'est pas à négliger, hein, parce que ça a quand même son effet. Enfin, franchement, dans certains cas, juste éteindre la caméra, ça marche. Enfin, bref. Mais je sais, du coup, et là, grâce à cette table ronde aussi, et grâce à ce que m'ont dit Marine et Agnès, en fait, il y a des numéros qu'on peut appeler et qu'il y a des gens qui sont là et qui peuvent intervenir. Maintenant, et c'était beaucoup ce qui ressortait quand je suis allée à l'Assemblée, je pense quand même qu'il y a cette question qui est énorme de la peur qu'on a d'intervenir et de créer comme ça un espèce de séisme en appelant surtout très haut au-dessus des instances pour sa carrière, pour ce que ça peut engendrer et tout. Donc franchement, je pense, évidemment, si je me retrouve face à une situation qui demanderait à ce que je signale, je le ferai. Mais je crois surtout beaucoup en l'anticipation et juste faire en sorte que ça n'arrive pas, quoi. C'est assez tétanisant comme question si on arrive si on se retrouve dans une situation de violence extrême. Moi, je me suis beaucoup investie dans la lutte contre les VHSS et mon outil principal, c'était de me dire je vais apprendre, tester des procédures, mais ce qui est aussi, c'est sur notre temps personnel, c'est sur notre quand on est intermittente et quand il faut réfléchir à ça. J'ai eu la chance avec le collectif 50-50 de participer en fait à des réunions avec les institutions et là je me suis dit j'ai pu échanger avec Agnès en réalité et échanger avec les personnes qui sont dans les institutions en venant directement du plateau. Hein. J'avais presque mon toki à la ceinture et hop, j'allais au CNC. J'exagère. Mais il faut que la parole, elle passe du plateau directement aux institutions pour que chacune ait connaissance des compétences de chacune. Et là, moi, c'est en découvrant les institutions, en découvrant le travail, j'ai aussi échangé avec le Tali Santé. Il y a eu un moment où j'avais besoin d'avoir des réponses et j'ai pu échanger avec des personnes. Et aussi, pour la nouvelle commission d'enquête, j'ai aussi été interrogée, j'ai proposé, j'étais volontaire pour témoigner et j'ai témoigné avec le Tali Santé puisque je me suis dit mais le Tali Santé qui est quand même un organisme qui propose des psychologues quand il y a une analyse du scénario qui dit c'est nécessaire, il y a besoin de psychologues, mais en fait on peut aussi les solliciter quand on a besoin de réponses et on ne sait pas forcément faire ça quand on est technicienne du cinéma en fait, hein, la santé mentale, la santé tout court, on n'a pas ces pratiques là. Donc j'ai eu et j'ai envie de partager ça, j'ai eu la possibilité d'accéder directement aux institutions et j'ai découvert l'ampleur des dispositifs.
En revanche, par exemple, appeler l'inspection du travail, déjà, c'est pas si facile, parce que des fois, quand on est en région, l'inspecteur du travail, c'est pas celui qui est... Bref, enfin, c'est pas si facile. C'est aussi pas si facile, on a l'impression qu'on trahit son milieu, il faut aussi en parler, c'est comme dans la lutte contre les VHSS, on a l'impression que voilà... Puis si on en vient jusque-là, c'est que nous aussi, on nous est passé dessus, hein, quand même. Enfin, oui. Que nous aussi, on est... Parce que si on s'en est pris à l'enfant, sachant qu'on le protège, on est aussi victime. Et du coup, c'est quand même à notre place déjà de victime avec laquelle on doit se débattre avec des trucs. Et c'est aussi nous qui devons prendre le... Enfin, ouais, c'est pas évident. Et on est seul. Ouais, sur un plateau, il n'y a pas de... Il faut encore qu'on travaille la solidarité, la sororité sur les plateaux. Hein, c'est un gros dossier. En tout cas, moi, j'ai bon espoir aussi que la lutte contre les VHSS, qui n'est pas tout à fait le même champ d'action que l'encadrement des enfants, on a le souhaité, mais en fait, ça nous fait réfléchir à nos pratiques d'intermittentes, comment on crée des alliés. Si à un moment, on doit lancer une procédure sur un plateau, et si on n'a pas l'aval ou l'appui de la production, vers qui on se tourne. Et il y a aussi en ce moment beaucoup de créations, enfin pas tant que ça, mais il y a des associations de coachs, ton collectif. Et en fait, c'est ce que font les gens, normalement, c'est une sorte de supervision, c'est-à-dire qu'entre personnes ayant des compétences spécifiques sur un plateau, d'échanger sur nos pratiques, ça aide et ça donne des outils. Et ça, j'y crois beaucoup. Et apprendre à mener des enquêtes quand on est formé pour être référent anti-harcèlement, en fait, l'enquête dans un milieu de travail, moi, je trouve que c'est un bon outil maintenant qui permet d'anticiper et de comprendre les rouages et de se lancer dans une procédure quand on veut faire un signalement. Même quand on est encadrant enfance, quel type de signalement et jusqu'où on remonte. Donc, en fait, avoir la connaissance d'outils et de la nature des process qu'on doit lancer, quoi. C'est assez technique, en fait. Et, enfin, vas-y. Juste un tout petit mot, peut-être qu'on peut quand même rappeler toutes les obligations de formation qu'il y a maintenant à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Certes, celle qui se passe en présentiel, qui est obligatoire, hein, qui conditionne les aides du CNC, elle est pour les longs métrages, mais quand même, on passe de l'un à l'autre. Donc il y a aussi toute la partie en distanciel où les intermittents s'inscrivent en masse. Donc déjà, on va avoir des cohortes formées avec toutes ces obligations, tous ces textes, tous ces recours aussi, auxquels tout le monde va avoir accès puisqu'on va en avoir la connaissance. Et puis le fait de former des collectifs, c'est ce qu'on avait voulu sur les tournages, ça permet justement de ne pas être seul quand il y a une difficulté et se dire, bah voilà, là, il faut réagir et c'est pas moi qui vais être stigmatisée parce que je ne suis pas la seule personne à trouver ça pas normal. Donc là, on sort un peu du champ enfant, mais pas tant que ça, parce qu'en fait, en discutant, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ne sont pas au courant de leurs droits et des recours qu'ils peuvent avoir. Donc, ne serait-ce que en les vulgarisant, en les faisant connaître, ça aide aussi en cas de difficulté, et pourquoi pas difficulté avec un enfant. Oui, puis pour rassurer les parents qui sachent le dispositif existant. On arrive au temps imparti. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on laisse le micro à la salle ? Est-ce que vous avez des réactions, des remarques ? Oui. Ouh là là. Merci. Moi, j'ai deux questions. J'ai d'abord une remarque sur les horaires des enfants qui sont, surtout pour le court-métrage, très rarement respectés. Et où, du coup, je trouve ça... je suis coach aussi et je trouve ça très compliqué de contacter, justement, les instances, rien que pour les horaires, pour dire... en fait, c'était une journée de 7 heures et en fait, oui, on est au courant, mais souvent, on est appelé tard dans l'organisation de la production. Et où du coup, on n'a pas accès vraiment, où il faut vraiment s'imposer pour dire non, en fait, c'est une journée de 4 heures. Sauf qu'en fait, on ne nous appelle plus si on est trop sèche. Du coup, on est comme obligé d'accepter des conditions de travail compliquées pour les enfants. Et en fait, sur le plateau, si la journée est longue, on fait éponge, quoi. Et du coup, je ne sais pas si... moi, je trouverais ça intéressant aussi qu'il y ait des visites... je ne sais pas à quel point c'est faisable, parce que je sais que les services publics sont surchargés et c'est très compliqué, mais c'est vrai que s'il n'y a pas j'allais dire une menace, mais c'est pas du tout le bon mot, mais une forme de pression, quoi, en
en fait, déjà, nous, on n'est pas vraiment en position d'appeler. Et en plus de ça, en fait, on sait. Mais juste, il y a... Enfin, par exemple, j'ai fait un court-métrage sur lequel on me disait « Ah oui, demain, c'est une grosse journée pour l'enfant, mais la journée d'après, elle sera plus cool. » Et en fait, c'est pas vrai. Tu te dis « Bon, d'accord, j'éponge celle-là. » En fait, la journée d'après, elle est aussi compliquée, puis celle d'après aussi. Et si c'est un tournage d'une semaine, en fait, on n'a pas le temps aussi de se dire « Ah d'accord, je vais pouvoir appeler et ça va changer quelque chose. » En fait, il n'y a pas le temps que ça change. Enfin voilà, ça c'est la remarque. Ouais, mais encore une fois, l'inspection du travail, c'est pas une vraie menace dans la mesure où ils savent pas où vous êtes en fait. Donc, même il y en aurait, s'il y avait des milliers d'inspecteurs du travail, la probabilité qu'ils trouvent un tournage, et encore plus si c'est dans un appartement, enfin voilà, c'est juste impossible. Donc si personne les appelle, c'est pour ça que, il faut quand même... on est obligé d'en appeler à la responsabilité de chacun, et l'inspection du travail, donc pour avoir été inspectrice du travail, on révèle jamais qui nous a appelés. On peut aussi tout à fait, après oui, si c'est dans un appartement ça va être compliqué, mais tout à fait feindre le fait d'être passé faire un contrôle à côté et être tombé sur le tournage, et c'est tout à fait possible aussi. Ça m'est aussi arrivé en revenant d'un contrôle de tomber sur un tournage, donc pourquoi pas, puisque les inspecteurs du travail ils ont un territoire géographique donné, donc c'est pour ça quand tu disais ouais, c'est compliqué, bon, il y a quand même des cartes, on sait qu'il faut appeler, mais effectivement il faut trouver l'inspecteur du lieu et qui passe son temps à aller d'une entreprise à l'autre, donc pourquoi pas, donc il révélera jamais qui l'a appelé. Est-ce que c'est au coach, est-ce que c'est au responsable enfant, est-ce que c'est à n'importe qui d'appeler? J'ai un peu envie de dire c'est à n'importe qui, parce que c'est la responsabilité de tous au bout d'un moment. Oui. Et effectivement, s'il y a une durée du travail qui est prévue, on ne peut pas dire tel jour on fait long et le lendemain on fera moins. C'est une durée qu'on considère qui est en lien avec la santé de l'enfant. Donc, mais là, il n'y a pas de solution si personne veut bien appeler, parce qu'en fait, dans les faits, l'inspection du travail ne peut pas savoir où on est, quoi. Et du coup, il n'y aurait pas moyen de savoir, d'obliger les gens à déclarer les lieux de tournage pour dire... c'est une des pistes. Alors, on ne sait pas, parce que là, il y a cette commission d'enquête dont on a parlé, et c'est le rendu du rapport, ce sera le 9 avril, normalement. Et peut-être qu'il y aura des choses là-dessus, ça a été évoqué effectivement, qu'il y ait une obligation de déclarer le lieu de tournage en dessous de 7 jours aussi, puisque pour l'instant, il faut au moins 7 jours et on les a rarement. Mais ça passerait effectivement par la loi, ça se fait pas comme ça. Donc voilà, il faut voir, là on est un peu en attente aussi des dispositions. On a dit, on a quand même un corpus juridique qui est assez riche et qui couvre quand même pas mal tout le champ, plus les formations qu'on a mises en plus. Mais c'est vrai qu'il y a des trous dans la raquette, et il faut attendre de voir ce que cette commission va proposer. Et du coup, je trouve que c'est des pistes intéressantes. Oui, tout à fait. Et juste un petit détail technique, quand on dépose le dossier de Riette, on doit mettre les lieux de tournage, au moins la ville. Moi, je suis assez souvent questionnée maintenant pour qu'on mette un peu plus de détails. Si on met juste... région PACA, on va me dire non, faut un peu... Sauf que ce dossier, il est souvent déposé 2 à 3 mois avant le début du tournage, donc les repérages n'ont même pas... Donc voilà, là, il y a un truc technique aussi à régler sur ça. Il arrive à la commission des enfants du spectacle qu'on prévienne l'inspection du travail quand on n'est pas complètement rassuré, ou alors on est totalement rassuré par le dossier, mais ça reste un tournage compliqué. Mais on a quand même ce problème de date, c'est qu'au moment où on a le jour de la commission, on ne sait pas forcément exactement quel jour la scène va être tournée ou à quel moment ils vont être sur le lieu de tournage. Mais ça nous arrive assez fréquemment d'appeler l'inspection du travail du lieu. Et je voudrais juste aussi dire, ça pose la question du renoncement dans le cinéma, parce qu'en fait, quand on fait un film et qu'on sait qu'on ne peut pas travailler que 4 heures avec un enfant, en fait, peut-être qu'on ne devrait pas produire le film. Mais renoncer dans le cinéma, c'est tuer tellement de rêves. C'est peut-être un beau projet. Et ça a une vraie question aussi. Donc, les producteuristes qui s'engagent là-dessus, c'est compliqué de les... S'ils n'arrivent pas à se responsabiliser là, parce qu'il peut y avoir des dépassements en quelques jours. On doit faire un chant contre chant, on n'a tourné que le chant. Si on n'a pas le contre chant, on ne peut pas monter la scène, rajouter une demi-heure de tournage, prendre cette... Mais quand on fait un court-métrage et qu'en fait on sait que l'enfant il va déjà tourner 7 heures, et pourquoi les réalisateurs et les réalisatrices aussi, s'ils ont envie de parler de l'enfance, il faut... Ne joue pas le jeu de l'enfance.
c'est fou, hein, c'est complexe. Hein, c'est complexe. Il faudrait peut-être, là c'est des grands, et si on faisait ça, mais comme l'avance sur recette du CNC pour les films faits par des femmes, peut-être qu'il faudrait aussi quelque chose comme ça qui soit fait pour avoir des tournages éthiques avec des enfants. En tout cas, au moins pour des tournages qui concernent alors je vous coupe enfants, tout de suite. Oui, mais quel contrôle? C'est toujours la même chose. Donc le contrôle, on tourne en rond, mais c'est toujours l'inspection du travail. Donc parce que quelque chose en plus, ça serait sur un dossier administratif. C'est ce que fait la commission. Donc je ne vois pas pourquoi on donnerait un bonus. C'est juste une obligation de respecter l'enfant, en fait, respecter ce comédien dans sa composante première, qui est qu'il est petit et qu'il ne peut pas travailler autant qu'un grand, et plein d'autres choses, et qu'il il peut pas jouer. Le jeu, c'est pas la même chose. Le jeu d'acteur, c'est pas la même chose que quand on est enfant, que quand on est adulte. Donc ça, je vois pas pourquoi il faudrait bonusser, alors que c'est juste une obligation. On se crée cette contrainte en voulant travailler avec des enfants, et on l'assume jusqu'au bout. Et après, comment on vérifie que c'est appliqué? On en revient toujours à l'inspection du travail. Donc, je vois pas bien la piste là. Non, c'est des idées comme ça, mais c'est juste voyant que les prods et les réals sont pas toujours au fait de ces problématiques-là. On est obligé de réfléchir à des et si, mais après c'est vrai que c'est très compliqué comme question, mais en effet, il faudrait juste que les gens s'intéressent à la question dès l'écriture. C'est ce que tu disais, Céline, tout à l'heure. Si dès l'écriture, il n'y a pas une petite réflexion de... Donc là, j'écris un rôle à un enfant, peut-être il faut que ce soit un beau rôle et que le tournage soit adapté. On va pas... Et j'avais une autre question sur les enfants qui travaillent beaucoup. Tout à l'heure, vous parliez d'une petite fille qui travaillait trop. Et pour voir aussi le rythme des enfants acteurs parisiens, surtout, je me demande aussi comment ça se fait, la régulation de ce rythme-là pour eux, parce qu'il y en a qui passent des castings en plus de leurs activités extrascolaires, en plus de l'école, tout ça. Et j'en ai parlé à des parents en demandant c'était quoi ce rythme. Mais souvent, c'est juste leur vie, elle est comme ça, et ça dure. Et comment est-ce qu'on encadre ça, quoi? Et en fait, à la commission des enfants du spectacle, on voit quand est-ce qu'ils ils ont été retenus pour un rôle. On ne voit pas, évidemment, tous les castings auxquels ils peuvent participer, puisqu'il n'y avait pas de contrat de travail. Mais il arrive qu'on les repère, hein. Puis en plus maintenant, comme c'est un dossier dématérialisé, on les repère encore plus facilement. En interrogeant le nombre d'enfants, on voit le nombre de jours de tournage prévus. Et parfois, ils sont premier rôle sur un tournage, ils sont second choix sur un autre. Donc voilà, on peut revérifier. Ça va aussi dépendre des durées des tournages. Ça va dépendre si ça tombe dans les vacances scolaires ou pas. Donc on va regarder tout ça et certains, on va devoir refuser au regard de ce sujet-là, en disant l'enfant est déjà, il tourne déjà sur un autre film, donc vous choisirez il leur reste la possibilité de prendre leur second choix sur le tournage suivant. C'est important quand même de vérifier ça. Après, il y a des choses qui nous échappent aussi, hein. Il y en a qui sont influenceurs et qui travaillent beaucoup par ailleurs. Et là, c'est plus compliqué à suivre en durée du travail. Mais dès lors qu'il y a un dossier, on a des durées de tournage, on a le nom de l'enfant et on peut justement repérer s'il travaille trop. Merci en tout cas. Bonjour. Alors, moi aussi, j'ai deux questions, une question et une remarque. La première, je crois qu'on n'a pas prononcé le mot qui fait mal, mais qui est quand même argent, parce que toutes ces contraintes, au final, c'est quand même des contraintes d'argent, qui fait qu'on va vouloir filmer le plus possible dans une journée, bien évidemment. Et justement, j'avais une question là-dessus. Quand on vous entend parler, on sent que le lien que vous avez avec l'enfant, il doit être absolu, quasiment. Et est-ce qu'il arrive que les productions vous demandent de suivre plusieurs enfants, ou est-ce que c'est exclu, c'est un enfant, un coach?
Moi, il me semble qu'un producteur trop pourrait mignon. tenter, évidemment, de vous demander de suivre plusieurs enfants. Ah bah bien sûr, oui. Oui. En fait, il n'y a pas de taux d'encadrement comme justement en animation, 1 pour 8, 1 pour 12, machin. Là, tu peux à la fois suivre, enfin moi ça m'est arrivé en étant coach seul, de suivre de un enfant jusqu'à, je dirais 7 ou 8 ados. Mais en fait, un enfant de 4 ans, puis 7 ou 8 ados. Enfin, bon, bref, il y a aussi plein de choses qui varient. Quand il y a aussi des différences d'âge, enfin, je me souviens d'un tournage, j'en suivais 5. Le plus jeune avait 7 ans et le plus vieux 17. Enfin, du coup, ça crée des trucs. Et voilà. Et la fois où j'ai été, la seule fois en 6 ans où j'ai bossé avec des collègues, bon, déjà après, c'est aussi savoir. Enfin, c'est pas facile de constituer une équipe de coach parce que vu qu'on n'a pas de formation et qu'on a tous des parcours différents, c'est compliqué qu'on travaille et que c'est aussi un truc très, très personnel et très. Enfin, il y a quelque chose d'intime aussi, je pense, dans la manière dont on travaille. C'est compliqué de constituer une équipe de 4, par exemple, qui va bosser pareil et qui va réussir à s'entendre. C'est d'autres questions. Mais en tout cas, là, on était 3 pour 15 de 7 à 21. On comprenait. Parce qu'il y a ça aussi, hein, il y a quand même un truc sur le. Enfin, je sais que ça avait été soulevé à l'Assemblée, qu'il n'y a plus besoin de coach à partir de 16 ans. Enfin, c'est quand même encore des mineurs jusqu'à 18. Et puis. En fait. Oui. Et là, il y a un souci aussi, c'est que quand j'ai bossé sur cette série où on accompagne, c'était des enfants, des comédiens qui allaient de 7 à 21 ans, en fait, même jusqu'à 23, moi j'ai 25, même jusqu'à 23, ils étaient avec nous, hein, ils faisaient des Uno et tout, et ils ont besoin, c'est d'autres problématiques, mais c'est quand même des jeunes, quoi. Et ils sont pas, franchement, un enfant de 15 ans peut être plus autonome et plus autosuffisant qu'un jeune adulte de 23, quoi. C'est juste. Du coup, non, souvent t'es tout seul, t'es très souvent tout seul et tu sais pas. Il n'y a pas du tout de différence de salaire en fonction de combien il y a d'enfants. Alors, vous m'ouvrez la voie royale pour ma deuxième question, mais du coup, il y en aura une troisième. Effectivement, on a beaucoup parlé d'enfants, il y a aussi des adolescents. Moi, là, je m'exprime en tant que... J'ai été assistante réalisation pendant très longtemps, donc j'ai vu effectivement des jeunes comédiens de 19 ans se faire écraser complètement parce que le réalisateur, pour eux, c'est un comédien, point. Il est majeur. Et puis aussi en tant que maman d'une jeune ado qui rêve de faire du cinéma, qui me tanne pour que je l'inscrive au casting. Et on en revient au dossier de la Dritz. J'ai constaté il y a 20 ans quand j'étais assistante, et je le reconstate maintenant, une certaine dérive qui consiste qu'en fait les prods veulent éviter à tout prix de remplir ce dossier. Je pense pas parce qu'ils ne veulent pas respecter les règles, mais aussi pour des questions de délai. On le sait, des commissions, il y en a assez peu, donc les dossiers doivent être remplis bien en amont. Or, les prépas, pour des questions d'argent, elles sont courtes, encore plus pour les courts-métrages. Donc, pour éviter ça, et ce que je vois moi là dans les annonces de casting, c'est que quand on cherche un adolescent pour jouer un rôle de 13 ans ou 14 ans, on demande des 16 ans révolus paraissant plus jeunes. Et en fait, voilà, il y a une espèce de trou. Bon, moi, en plus, ma fille, elle a 14 ans, elle en paraît 18. Il n'y a pas de casting. À partir de 12-13 ans, en particulier pour les filles, direct, ça passe à 16 ans. Et c'est bien spécifié dans les offres, donc quand on connaît un peu les coulisses, on sait pourquoi. C'est pour qu'il n'y ait pas de dossier et pas d'obligation non plus de travail spécifique. Et là, on se dit, les gamines ou les gamins de 16 ans qui arrivent sur les castings, là, ils doivent s'en prendre plein la tête, parce que du coup, tous les rôles leur tombent dessus à ce moment-là, avec beaucoup moins de, je pense peut-être, d'attention portée que pour les moins de 16 ans, en fait. Or, comme vous dites, entre un ado de 15 ans et un de 17, la fragilité, c'est plus une remarque qu'une question, en fait, que je fais, mais je vois que vous hochez la tête, vous confirmez, donc c'est pas une impression que j'ai. J'ai l'impression. Bon, après, pour rebondir sur les questions d'argent, parce qu'on sait qu'en fait, les films qui ont moins d'argent en ont moins, et ceux qui en ont plus ont plus.
Et c'est vrai que les prépas se réduisent, donc c'est difficile de jongler quand une prépa est réduite, et notamment quand j'évoquais la discontinuité du suivi de l'enfant. Mais ça montre qu'en fait, là, on arrive dans des situations où il y a une violence qui est exercée, où il y a un encadrement, une prévention qui ne peut pas avoir lieu. Évidemment, c'est une économie, le cinéma, donc c'est des questions économiques. Si on réforme, enfin pas si on réforme, mais si on essaye de lutter contre la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, si on essaye d'encadrer le travail des enfants, en fait, évidemment, c'est politique. Il faut remonter au-dessus, il faut voir comment on crée. Il se passe quelque chose d'assez intersidéral aussi, c'est qu'on a des pratiques qui arrivent avec les plateformes, Netflix, HBO. Qui ont une manière de fonctionner, des financements qui ne sont pas les mêmes, qui ont aussi intégré, ingéré des systèmes de lutte et de prévention contre différentes dérives et tout ça, ce qui ne veut pas dire... Par exemple, les enfants qui ont fait Harry Potter, je pense qu'ils étaient super bien encadrés. Par contre, leur vie, quand même, ça a eu des conséquences. Hein. C'est comme Drew Barrymore. Bon, elle ne devait pas être super encadrée non plus, mais les pratiques changent. Mais même maintenant, c'est vrai que les Anglais, ils ont ce qu'on appelle les chaperons. Et donc, en fait, faire attention aux horaires de travail d'un enfant, c'est très bien, mais c'est pas que ça qu'il faut faire. Donc là, on est politiquement dans un endroit où la culture est menacée, où à la fois le flux... c'est incroyable ce qui est créé. Les enfants, c'est aussi... Actuellement, comme on a des algorithmes qui créent des contenus qui intéressent les gens, l'enfant s'intéresse et il y a des séries qui sont faites avec des enfants. Enfin, il se passe beaucoup de choses. C'est écrasant quand on est au milieu de tout ça parce qu'on doit mettre en place des choses, réfléchir, et on fait partie d'un système économique capitalistique. Et voilà, et c'est dur. Et il faut qu'on arrive à garder une pratique spécifique à notre financement. C'est en ça que c'est génial qu'il y ait une conditionnalité des aides, parce que l'argent public, il reste vertueux, même si c'est difficile à croire. Et donc, il faut qu'on défende notre système et qu'on adapte aussi nos pratiques aux nouvelles conditions, à la redécouverte des lois et des interdits. Mais ça, il faut qu'il y ait des gens qui, politiquement et en termes de production, tiennent aussi ces discours, quoi, parce qu'il y en a, hein. Mais ça peut être... écrasant, et on peut être ultra désespéré parce qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver. Mais voilà, ouais, c'est éminemment politique et économique. Ouais. Et c'est vrai que les plateaux de tournage, c'est un peu un no man's land, quelque part. C'est the show must go on. C'est vrai aussi pour le spectacle vivant, mais c'est vrai qu'il y a des moments, si on a affaire à des personnes qui dépassent les limites, c'est un peu un état de non-droit, effectivement, parce que on est tous embauchés par la production, il y a le bouche à oreille, des listes noires qui sont mises Enfin, on le sait, si on ouvre un peu trop sa bouche et qu'on est tout seul... Moins ça change. Il faut aussi se raconter les expériences positives. Hein. Moi, oui, j'ai eu des oppositions qui ont porté leurs fruits, et ça, maintenant, je veux le dire absolument, parce que quand on entend que des récits qui ne fonctionnent pas, le cerveau, il les imprime, il les garde. Je vous assure, ça bouge. Ça bouge. Moi, j'ai arrêté il y a 20 ans, et c'est vrai qu'il y a 20 ans, l'état des lieux c'était compliqué. Tout était sur le dos des assistants réalisateurs. Enfin, moi, en tout cas, je m'en sentais responsable au niveau des comédiens, puisqu'il n'y avait pas ces postes donc, comédiens, enfants et adultes aussi, hein, qui peuvent se retrouver sous une pression incroyable. Et c'est vrai qu'on n'était pas du tout aidés, et ça se finissait dans des conflits avec les réalisateurs ou les productions. Voilà, mais bon. Juste une petite chose, dans la presse, on a les récits de ce qui se passe mal. Mais il y a eu actuellement, quand on s'oppose à une production, quand on dit quelque chose et que la production vacille, ça ne va pas être raconté. Ou dans des tout petits, de manière très informelle. Mais oui, il y a des productions qui ont fait machine arrière, qui ont eu peur. Bon, on n'a pas envie que ce soit les rouages de la peur, on aimerait que ce soit les rouages de la responsabilité, de l'intelligence éclairée et des choses co-construites, mais ça bouge, ouais. Il faut se le dire. Bien sûr, non mais oui. C'est une des expériences très restreintes, là, ce que j'ai dit. Ce n'est pas la majorité des cas, bien évidemment. La plupart du temps, ça se passe bien. Une toute dernière question sur votre pratique vraiment très pragmatique. Votre rôle, j'imagine, en particulier sur les tournages en province, ne s'arrête pas à la sortie du plateau. Après, les enfants sont séparés de leur famille la plupart du temps. Est-ce que vous êtes chargé d'être avec eux la nuit, les repas, les choses comme ça, 24 sur 24, comment ça se passe? J'ai pu faire ça il y a quelques années quand c'était pas du tout encore une question, la scission des rôles entre coach et responsable enfance, qu'il est là complètement en ce moment à l'Assemblée et même dans l'étude du CPNEF qui fait l'étude sur le poste. En gros, ils veulent scinder la pratique entre coach qui concerne vraiment la journée au plateau
et donc la direction, etc., est responsable, qui va plus être dans les loges ou responsable de l'enfant dans sa vie quotidienne, dans ses temps off, quoi. Moi, je suis curieuse de voir ce que ça va donner cette scission. Ça veut dire bosser à deux, justement. Et je pense qu'il y a des cas où c'est vraiment pertinent. Et non seulement pour pas se taper des journées de 24 heures, parce que ça m'est arrivé de jamais couper, quoi. Et en même temps, il y a des cas où, en fait, la configuration fait que, par exemple, soit on est à Paris, soit les parents sont là, et du coup la configuration fait que la journée de tournage est assez légère pour pouvoir la gérer seule. Donc ça dépend, voilà, on va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, cette scission est faite pour que les situations où tu ne coupes jamais et où tu es responsable de l'enfant H24, ça n'arrive plus. Mais ça nécessite une communication implacable entre les gens qui vont être en charge de l'enfant et qui vont faire son suivi, parce que comme Marine parlait de appeler la prof ou quoi, là en fait on a besoin de savoir ce qui se passe le soir pour analyser ce qui se passe la journée et vice versa, et donc ça demande vraiment un flux continu de liens avec l'enfant, et ça amène d'autres trucs. Et je pensais que vous vouliez parler peut-être de la fin du tournage aussi. Ça me paraît important, du lien qu'on a à la fin. Moi, je déteste. Je suis très vigilante au fait de faire des cadeaux à la fin des tournages. Je considère que plus on fait de cadeaux, plus on a des trucs à se reprocher à la fin d'un tournage. Mais je l'ai vu. Et du coup, moi, je fais un truc que je faisais en colo, qui est un diplôme, une sorte de une belle feuille avec une photo, et où chaque technicienne qui le souhaite signe et puis met un mot, etc. à l'enfant. Et ça coûte rien, et c'est mignon, et en plus c'est vraiment, ça agit comme objet transitionnel aussi pour que l'enfant clôture l'expérience dans sa tête, qu'il se souvienne des noms des gens, qu'il puisse le mettre à son mur, et qu'il se sente pas d'un coup abandonné après 2 semaines de chouchoutage, machin. Et en même temps, c'est pas un truc matériel. J'ai vu un tournage on a offert au gamin de 4 ans une trottinette, j'étais là, too much, vraiment, ça n'a pas de sens. Donc, moi, j'y crois beaucoup à ce diplôme-là, et après, un lien mesuré, ni trop là, ni complètement absent, mais il y a aussi un enjeu à cet endroit-là, c'est sûr. Et vérifier, ça c'est notre lien à nous, et vérifier qu'il n'y ait pas de lien particulier qui reste, que ce soit trop fort ou complètement absent, aussi des autres membres de l'équipe, quoi. Voilà. À titre personnel, moi, j'accepterais pas un tournage où les enfants le soir ne rentrent pas, ne sont pas pris en charge par quelqu'un de la famille ou un ami de la famille, une tante, un oncle, des grands-parents. Je souhaiterais pas participer à une expérience sur le long terme, si c'est ponctuel, mais où l'enfant il peut pas sortir du plateau. Voilà. Et donc des fois les productions elles n'ont pas les moyens de loger, elles n'ont pas les moyens. Encore une fois, est-ce qu'il faut faire le film si on peut pas loger les grands-parents parce que les parents travaillent, ils peuvent pas venir s'occuper de l'enfant, on fait venir les grands-parents et on les loge correctement, et pour que tout le monde soit bien, et on les défraie. C'est aussi à la production de mettre une ligne dans le devis pour ça. Moi, je trouve que ça me soulage en charge mentale de me dire aussi, à un moment, il y a les responsables des enfants qui sont là, la famille, et il y a aussi des choses, parce qu'évidemment, quand on s'occupe d'enfants, c'est... Ouais. Et du coup, là, je me dis, il y a un moment, c'est plus de ma responsabilité, l'attente, l'attention, c'est aussi retour à la famille. Ça permet aussi d'intégrer la famille dans le plateau, et des fois, pour les enfants, finalement, là, le dernier tournage où j'étais, c'est leurs grands-parents qui sont venus, et ils ont passé 5 ou 6 semaines avec leurs grands-parents qui ne voient pas d'habitude, mais ça s'est bien passé, c'était chouette. Et oui, il y a sur les rituels d'au revoir aussi, à un moment, moi j'en parle avec les parents au début du tournage en disant à la fin du tournage, on va plus se voir. C'est comme une colonie de vacances, je dis ça, mais en même temps, j'ai pas d'expérience de colonie. Mais il y a une dimension... Ouais, il y a beaucoup de rituels à faire en fait avec les enfants et impliquer aussi l'équipe et préparer le retour à la famille et le retour de la famille aussi. Et un petit truc et astuce aussi, souvent on demande à ce que les parents soient pas sur le plateau, et du coup moi je me suis dit difficile aussi pour les enfants d'interagir avec leurs parents en parlant des projecteurs et tout ça. Je fais visiter le plateau où je demande à la prod si les parents peuvent venir quand il y a une scène sans les enfants.
Parce qu'au moins, comme ça, ils voient ce que c'est un tournage. Ou de faire le soir, faire visiter le décor avec les parents et les enfants, si les réals sont d'accord. Au moins, les espaces sont investis, parce que l'enfant, il peut être aussi tenté de faire une scission, genre, ce que je fais sur le plateau ne te regarde pas, certes. Et en fait, non, c'est quand même leurs parents. Donc, Hyper important. Si vous faites pas ça, ça va péter un autre moment. Mais c'est sûr. Enfin, des parents frustrés de ne pas voir, c'est fréquent. Et franchement, on comprend. Enfin, c'est normal. En fait, t'es là, tu te fais chier toute la journée. Ton gamin fait un truc de fou. T'as envie de voir ce qui se passe, quoi. Donc, faut les intégrer au bon moment, mais il faut les penser. Il y a un impensé au niveau des parents qui est énorme et qui m'énerve aussi beaucoup. Il y a de tout. Il y en a des... Enfin, il y a des parents qui sont comme le cliché qu'on a des parents d'enfants acteurs, mais en fait, il y a tellement d'autres choses aussi. Et juste le fait de se bloquer en mode, de toute façon, les parents d'enfants acteurs, c'est des malades qui inscrivent leurs gosses parce qu'ils sont frustrés de leur propre carrière, je sais pas quoi. En fait, ça nous empêche de penser notre lien aux parents qui sont des vraies personnes qui sont là, et du coup on les fuit, et en fait c'est un gros problème, parce que ça pète forcément un moment, et moi je milite pour que ce soit les prods qui se responsabilisent à ce niveau-là, parce que nous on peut pas tout faire, on peut pas avoir un lien très fort avec l'enfant et en même temps avec les parents, ça peut être compliqué, on peut pas être au milieu des deux. Et en fait, la prod, c'est elle qui s'en mord les doigts si un matin la mère ou le père débarque et dit bah nous on en a marre, on se casse, c'est fini, enfin c'est possible quoi. Et du coup, ouais, personne a envie d'aller manger avec le parent ou de machin, mais il faut, enfin vraiment. Et je rebondis quand je parlais des expériences heureuses que j'ai eues sur les plateaux, c'est parce que moi j'ai fait un film où la productrice m'a dit le soir j'appelle les parents chaque soir parce que je suis quelqu'un qui était humainement éclairé, mais qui aussi disait je suis la responsable de ce qui arrive à cet enfant. Donc chaque soir elle appelait, et c'est vrai que le repas du midi à la cantine, les équipes de tournage adorent finalement rester dans leur coin. La régie mange souvent avec les gens des décors, comme on dit, les gens des décors qui sont même pas, c'est les gens des décors. Mais les parents à midi, ouais en fait il faut, et moi des fois je le fais, et des fois c'est difficile parce qu'en fait c'est le moment où on pourrait un peu couper entre midi et 2, et en fait là il faut parler, il faut expliquer ce que c'est le tournage aux parents alors qu'on a déjà expliqué ce que c'était aux enfants. Et quand on n'a pas beaucoup de moyens, il faut aussi des fois solliciter les prods. Là, je me permets, j'interpelle Clara qui est dans la salle aujourd'hui, qui est assistante de réalisation. J'ai fait un tournage avec elle, j'étais encadrante enfant, et en fait de temps en temps je sentais aussi que les enfants, ils m'avaient sur le dos tout le temps, ils avaient besoin de se défouler. Et Clara, qui est au-delà de ses compétences d'assistante de réalisation, je me permets, t'as aussi un BAFA, hein, c'est ça? Ah, j'ai... Bon, je me suis mais en fait, avec la production, on s'est mis en accord, et de temps en temps, Clara pouvait, pendant 20 minutes, en fait, partir avec les enfants, faire un jeu. Et en fait, ça créait un total espace de moments aussi pour les enfants différents dans la journée. Et donc là, on n'avait pas pu embaucher quelqu'un en plus, mais en fait, si on est avec des gens qui réfléchissent et qui ont une bonne connaissance du déroulement d'une journée, on peut trouver des trucs et astuces. Donc évidemment, il faut des moyens supplémentaires, mais ne négligeons pas les compétences dans les équipes aussi, et c'est important, c'est pas mal aussi comme solution de faire ça. Voilà. Merci Clara. Merci beaucoup, c'est super éclairant. Alors j'ai 2 questions, mais je vais commencer par la première. Sur l'écriture, là je suis en train d'écrire une série avec des enfants de 8 ans. Et pour moi, c'est vraiment important qu'ils aient cet âge-là. Et j'ai commencé à faire lire à des amis, et je me suis pris plein de remarques, de critiques qui me disaient mais tu vas faire un film sur le genre, il va y avoir une personne trans dans le film, mais attends, mais les parents ils vont jamais être d'accord. Donc en fait, là, je suis vraiment en train de me poser des questions de est-ce que je travaille avec un ou une coach enfant, en fait, dès l'écriture. Et je voulais savoir si ça vous était déjà arrivé, qu'on vous pose des questions, que voilà, moi, en fait, je crois que j'ai besoin d'être briefée parce que voilà, j'ai une fille de 2 ans, mais je connais pas bien l'enfance, en fait. Donc j'ai écrit des choses qu'on m'a racontées, mais voilà, j'ai vraiment besoin d'aide, en fait. Donc voilà, ma première question, c'était est-ce que vous intervenez donc dès l'écriture? Est-ce que c'est possible en fait de faire appel à un coach enfant? Enfin, je sais que vous n'aimez pas le mot coach enfant, mais je ne sais plus comment vous définissez, voilà. Et ensuite, après, j'avais une autre question sur le tournage. Est-ce que les répétitions sont incluses dans les 4 heures de travail de l'enfant, ou est-ce que c'est 4 heures de tournage?
Voilà. Et je voulais savoir aussi quel était votre rôle aussi dans la répétition. Est-ce que vous étiez là et donc ça va avec, voilà, vous voyez le jeu de l'acteur, et est-ce que vous intervenez aussi en partenariat avec le réalisateur ou la réalisatrice? Répétition, t'entends en tournage avant de tourner ou la prépa? Les deux, ouais, la prépa et la répétition 1 heure avant, je sais pas comment, enfin ça dépend des tournages, mais... Moi, je peux répondre à la première question. Moi, je trouve ça trop bien. Enfin, ça se fait peu, je pense, parce que peu de gens ont la présence d'esprit de se dire « Ah, peut-être qu'il y a quelqu'un qui pourrait m'aider ». Tout comme faire appel à des scénaristes, enfin, ça se fait. Mais là, se dire qu'il y a des scénaristes qui peuvent avoir une compétence spécifique, enfin, sur l'enfant, quoi. Et c'est pas parce qu'on connaît des enfants ou qu'on en a ou qu'on l'a été qu'on est capable de parler de l'enfance. Et du coup, moi, franchement, je suis convaincue que c'est des pratiques qui vont arriver, et je trouve ça trop bien. Et je te conseille de le faire aussi pour te rassurer vachement. Enfin, là, tes potes qui disent oulala, enfin, qui te font peur un peu. En fait, on peut être vraiment surpris. Moi, je suis un peu frustrée du fait que souvent, là, on nous considère comme des flics sur les plateaux quand on arrive sur les projets, et que tout le monde soit en mode « qu'est-ce qu'elle va encore dire, celle qui est censée vérifier qu'on s'occupe bien de l'enfant » et machin. Et du coup, comme si on n'était pas capable de aussi être léger et constater ce qui est bien. Et voilà. Et en fait, on n'est pas que là pour mettre des freins ou des stops. Moi, j'adore aussi prendre des risques et bien les prendre. Et je l'ai fait... le court-métrage que j'ai réalisé, il y en a eu plein de prix à plein de moments de risques. Et avec des profils d'enfants pas évidents, avec du casting sauvage, avec des scènes pas faciles à tourner, etc. Et en fait, franchement, moi, un film avec enfants où je fais coach, où il y a 0 risque dans la mise en scène, je me fais chier. Enfin, j'aime bien quand il y a des scènes où il y a de la violence à mettre en scène, où il y a des pleurs, où il y a des choses à chercher, vraiment des émotions, des trucs un peu intéressants aussi, quoi. Donc, ça veut pas dire qu'on peut plus le faire, ça. C'est juste, il faut trouver les manières de le faire. Et là, par rapport à ce que tu dis de ton profil, de ton projet en particulier, en plus, il faut se reconnecter aux enfants d'aujourd'hui, quoi, qui changent. Toutes les secondes, ça change l'enfance et ce que c'est l'adolescence et le rapport justement au genre, à la sexualité, au corps et tout. Et moi, je l'ai beaucoup vu en colo, et j'avais besoin chaque été d'avoir une remise à jour un peu de ok, là on en est là, on écoute ça, là c'est Weshden, là c'est machin, là c'est truc, et d'avoir un espèce de mise à jour de c'est ça l'adolescence en ce moment là. Et c'est trop important du coup dans l'écriture de l'avoir en tête aussi, pour pas écrire un truc, pour pas passer pour une grosse boumeuse alors qu'en fait on veut faire un truc qui marche, quoi. Donc ma réponse est oui, je pense que c'est bien. Après, il y a une question financière aussi, mais bon, ça, c'est... Voilà. Après, pour rebondir, je pense qu'il y a les thématiques qui peuvent être abordées. Et après, c'est la manière dont va être mené le casting. Il faut être en tranquillité. Parce que ça peut créer une inquiétude si on veut aborder des thématiques sur être transgenre. Ou, voilà, on peut se dire, waouh, comment on va faire le casting. Donc là, il faut... quand je dis waouh, c'est pas une problématique mais il faut que tout le monde soit en tranquillité et convaincu par le projet, pour qu'ensuite les personnes qui soient castées soient encadrées de la meilleure des manières aussi. Quand je dis la meilleure des manières, c'est en tranquillité. Et en transparence, ouais, voilà. Et après, oui, faire appel à... Moi, j'ai pas cette expérience. Je pense qu'aussi, en revanche, je suis lectrice dans des commissions de courts-métrages. Et parfois, j'avoue, quand on doit observer des courts-métrages et que je vois qu'il y a des enfants qui sont sollicités, dont c'est les rôles principaux, et qu'il n'y a même pas 3 lignes écrites sur le fait que tourner avec un enfant, ça implique ça, ou comment on va imaginer, là, moi, le dossier me semble moins crédible. Donc en fait, préparer un dossier qui va ensuite chercher des financements en mettant que oui, le rôle principal c'est un enfant, donc ça nécessite un encadrement spécifique, des moyens spécifiques et des compétences spécifiques, je trouve que c'est plutôt un bon signal. Donc il ne faut pas se priver de consulter aussi des gens sur la faisabilité et le travail avec enfants. Et consulter un coach te permettra potentiellement, parce
on a des gros réseaux, nous, quand même, d'enfants, de pouvoir écrire avec, co-écrire, en tout cas, de pouvoir rencontrer des enfants qui correspondent à ce que tu veux faire avant même de parler de casting, mais juste même pour te nourrir de la parole d'un enfant, enfin, et de ce qu'un enfant qui correspond au profil qui t'intéresse, même au moment de l'écriture, quoi, c'est trop important. Pour qu'un enfant puisse s'emparer plus tard de ce que tu as écrit, bah, si ça provient d'un enfant un peu à la base, c'est encore mieux, quoi. Oui, bien sûr. Bah, en fait, j'ai écrit l'histoire avec mon neveu qui a 9 ans. Et du coup, en fait, voilà. Mais ce n'est pas mon enfant. Et donc, en fait, j'ai aussi projeté beaucoup de choses. Mais en fait, voilà. Mais j'ai pas envie de me freiner dans ce que j'ai envie d'écrire, dans ce que j'ai envie de raconter. Et donc, c'est pour ça que... Enfin, voilà. Oui, bah, non, mais c'est ça, c'est tout le problème aussi des commissions. Donc, en fait, effectivement, même dans ma note d'intention... c'est des choses auxquelles je vais réfléchir en fait. Enfin, voilà. Je suis en plein process. Merci. Et par rapport à la prépa, moi c'est trop beau ce que fait Marine du dossier Driette et tout. Moi, la seule fois où on m'a consultée, c'était pour me demander qu'est-ce qu'il faudrait virer pour pas que la Driette nous retire, nous empêche de tourner. Donc, mais parce qu'en fait, je le fais pas, mais peut-être je vais y réfléchir, mais parce que moi je milite pour un autre truc, c'est qu'on soit payé en prépa. Et souvent c'est contradictoire du coup. Et du coup, moi maintenant, j'exige, je rencontre au moins une fois les enfants avant le tournage, mais par contre, je ne fais pas les répètes et tout le tintouin. Si je suis pas payée en amont, je fais plus ça. Par contre, après, une fois qu'on est sur place, on est tout le temps là et de toute façon, on ne lâche pas l'enfant, donc on va être là, répète, pause, plateau, repas, tout. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être venus, d'avoir posé vos questions. Merci à toutes les trois pour ce temps qui était très intéressant. Merci beaucoup. Merci à toi, Céline. Avec des actrices de casting, si vous cherchez des comédiens et des enfants, elle est directrice de casting, elle est super.